Hey, juste avant que cette vidéo ne commence, je vous annonce officiellement la sortie de mon Patreon. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Patreon c'est une plateforme à la Tipeee mais en bien mieux foutu. L'idée avec ma page là-bas c'est de vous proposer 3 packs de 6 et 12 euros qui vous permettront de supporter les projets de l'Omnicorp. Évidemment tout ça c'est avec contrepartie, sur le site, sur Discord et au sein des projets en eux-mêmes. Et sur la page, vous avez accès à des posts sur les finances. En effet, le but étant d'autofinancer les projets et non pas de me rémunérer. En chaque début et fin de mois, vous avez accès aux dépenses prévisionnelles et effectives avec facture et preuve d'achat. J'ai même fait des petits graphiques pour que ce soit clair. Et en prime, vous avez aussi accès au nombre d'abonnés que j'ai et aux revenus que je touche chaque mois pour toujours plus d'omnitransparence. Ainsi, si vous voulez soutenir Equibia, les Awards, les futurs JDR du CSU et une ribambelle d'autres projets, vous serez au bon endroit à hauteur de vos moyens. Et sinon, c'est pas grave, Patreon Money ou non, je continuerai toujours à faire ce que je fais. Le lien est en description pour ceux que ça intéresse. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'Omniscient, bienvenue sur la chaîne de Zenart et bienvenue donc à Annecy dans les locaux de Super Flame Studio avec le grand Super Flame à nos côtés. Aujourd'hui, on va donc faire cette interview qui sera donc une interview poussée et un peu plus qualitative que la dernière que j'ai pu faire puisque on a du temps, on a le matériel comme vous pouvez le remarquer, on a le décor, on a la musique. Bref, on a ce qu'il nous faut et puis on a un nombre incalculable de questions, ça ne s'arrête pas. Donc évidemment, merci à Superflame d'avoir accepté cette interview. Merci Zenard d'être à mes côtés. Et puis voilà, cette interview elle sera divisée en plusieurs thèmes. On a des thèmes qui vont concerner le studio, Tellington, la communauté, etc. On va y revenir avec plusieurs questions à chaque fois. Ce sera beaucoup du contexte puis du développement de la part de Superflame. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà, n'hésitez pas à aller voir évidemment les travaux de Superflame sur C'est génial. C'est génial, c'est très bien même. Incroyable. Et puis aussi tout ce que peut produire la communauté de manière diverse et variée. C'est génial aussi. Ceci étant dit, je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Alors dans cette interview, on va essayer de poser pas mal de questions, beaucoup sur le studio et pas beaucoup des questions un peu plus générales. On va aller sur des questions précises. Il n'y aura pas beaucoup de généralité et on va aussi vraiment s'axer sur le studio, donc pas beaucoup sur toi, Anna. Quelle indignité. Voilà. Mais il y a quand même un thème super flemme qui est le premier thème, voilà, parce que quand même, on va revenir sur des questions, voilà, des quelques questions qui n'ont pas vraiment encore été élaborées ou des choses qui peuvent se reposer avec du recul. D'accord. Et donc la première question dans ce contexte est extrêmement bateau, puisqu'il en fallait une, et que je pense que celle-là, on te la redemandera tout le temps, mais que ça fait un certain temps, je crois que tu n'as pas répondu, puis en plus, quoi que tu vas peut-être y répondre tout le temps, donc en vidéo, je ne vais pas te souvenir, puis en plus, nous-mêmes, on s'en souvient pas. Pourquoi Moi, je m'en souviens. Elle s'en souvient, moi, j'en souviens pas. Pourquoi le pseudo Superflame? Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Il y en a beaucoup qui se disent, mais est-ce que c'est Super Flame à cause de la flemme? Est-ce que c'est Super Flamme, mais mal écrit parce que le mec sait pas écrire? En fait, non, c'est bien Super Flame. Et en fait, à la base, c'est mon pseudo dans League of Legends. Ok. Et en fait, dans LoL, il y a un truc qu'on appelle le flame. Et quand tu flames, c'est que tu es agressif avec ton équipe. Donc, tu parles mal avec ton équipe. Et en fait, mon pseudo, c'est Super Flame. C'est juste ça. D'accord. En fait, ok. basiquement, il n'y a pas de sens caché ou autre. Parce que tu flamais beaucoup avec ton équipe. Ouh, ça m'arrivait. Et en plus, je joue Timo pour ceux qui connaissent un peu LoL. Donc, c'est un perso un peu cancer. Ok. C'est drôle, on Genre le petit hamster qui tire des flèches empoisonnées. Ok. Bah, ensuite, du coup, c'était plus généralement, est-ce que tu peux nous présenter de manière plus succincte ton parcours personnel, professionnel de youtubeur pour en arriver à patron de Super Flame Studio? Ok. Et voilà, comment t'en es arrivé là avec le temps. Ok, alors je vais essayer de rusher le truc parce que sinon ça va durer 1h30. Donc moi à la base je m'appelle Geoffrey, mais je suis plus connu en ligne sous mon pseudo Superflame. En 2013, j'ai créé une chaîne YouTube sous l'impulsion d'une bande de potes que j'avais au collège. Parce qu'il faut savoir que moi depuis que je suis tout petit, je fais des imitations. Donc je sais changer ma voix super facilement, genre là je te fais Homer Simpson. Et j'ai des potes qui m'ont dit, bah mec tu devrais mettre ça sur internet et ça va buzzer sur YouTube. C'était à l'époque des Cyprien et Norman et compagnie. Et effectivement, j'ai fait une vidéo dans laquelle je faisais tout plein de voix. Et, je l'ai mis en ligne. Et du jour au lendemain, il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui l'avaient vu. Alors que c'était une chaîne de base à 0 abonnés. Ouais. 2 semaines après, il y en avait 30 000. Et du coup, moi, j'ai vraiment démarré sur un phénomène de buzz. C'est les débuts de YouTube en plus, donc. Alors, c'était pas les débuts de YouTube en tant que plateforme qui, si je dis pas de bêtises, ça remonte au début des années 2000. Et moi, j'ai lancé en 2013 ma chaîne. Par contre, c'était le début de la professionnalisation, on va dire, des YouTubeurs.
Je crois que la monétisation est arrivée peu de temps avant. Donc avant ça, tu n'avais pas moyen de gagner de l'argent avec ou quoi. Et c'était vraiment, comme je disais, vraiment l'époque des sketchs de Cyprien, de Norman et tous ces mecs-là. Et moi, je me suis lancé à peu près en même temps que des chaînes de vulgarisateurs. Moi, je suis arrivé en même temps que tous les Bruce de Y Penser, les Nota Bene et compagnie. Et moi, c'est plutôt sur la case divertissement, en l'occurrence, que j'ai commencé. Donc, sur cette première vidéo qui a buzzé, je me suis dit, je vais faire plein de vidéos. Le problème, c'est que en fait, les gens s'étaient abonnés pour un buzz. Ils voulaient plein de voix. Et moi, je leur proposais des sketchs pas forcément hyper bien écrits, avec des voix un peu random dedans. Et j'ai vu que ça prenait pas. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, s'ils veulent des imitations, je vais leur en donner. Et j'ai créé un premier format qui s'appelait Vox Populi à l'époque. Donc, c'est bien de la locution latine, la voix du peuple. Et j'ai créé ce format dans lequel, pour chaque épisode, j'imite un personnage et j'essaie de manière humoristique d'apprendre aux gens à imiter ce personnage. Ce format a cartonné. Il y a beaucoup d'épisodes qu'on est passé le million de vues. Et ça m'a permis vraiment de me faire connaître dans le milieu de YouTube, de choper des abonnés, de faire beaucoup de vues et aussi de me faire repérer par d'autres YouTubeurs qui m'ont proposé de collaborer avec eux. Et j'ai eu la chance de bosser avec des mecs comme le Joueur du Grenier. J'ai pu bosser avec Amixem. J'ai pu bosser avec plein de chaînes. Et il y a une playlist où j'ai mis un petit peu toutes les collabs que j'ai faites. Et en fait, je pense que je suis un des youtubeurs qui a fait le plus de collabs. Sauf que vous ne me voyez pas, on m'entendait. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait besoin d'une voix un peu de journaliste ou autre, etc., tu étais quasi sûr que tu m'entendais dans les haut-parleurs. Et en échange de ça, j'avais de la pub, quoi. Pour aujourd'hui, tu continues ça, non? Je continue ponctuellement de rendre service à droite à gauche, mais maintenant, je me fais rémunérer en général la plupart du temps. Ouais. Et du coup, je connais cette première phase, on va dire, de ma vie sur YouTube, en mode imitation, etc. Au bout d'un moment, je trouve que je tourne un petit peu en rond, mine de rien. D'autant que je me suis mis à développer plein de formats différents, donc des parodies. On a eu une petite phase où je faisais du gaming sur Minecraft, mais de manière humoristique, avec Titouan Gaming, pour ceux qui se souviennent, qui ont connu cette période, où encore une fois, on retrouvait l'incarnation vocale, où j'incarnais différents personnages qui jouaient à Minecraft. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas une communauté, j'avais 4 ou 5 communautés qui étaient toutes liées aux différents formats que j'avais. Tu avais ceux qui écoutaient et regardaient Titouan Gaming, ceux qui écoutaient et regardaient les imitations, etc., etc. Et parfois, il y avait bien sûr des liens. Mais en fait, j'avais plein de communes différentes et en fait, ça devenait assez compliqué. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, en fait, ça me saoule. J'avais fait un petit peu le tour de YouTube, j'avais fait des centaines de vidéos. J'avais testé et eu l'occasion d'aller dans des conventions en tant qu'invité, de rencontrer mon public, ce qui est une expérience incroyable, d'avoir des gens qui te connaissent que par des écrans, qui se retrouvent en face de toi, qui disent j'adore ce que tu fais, continue machin. Donc ça fait un boost de ouf à l'ego, surtout que j'étais encore jeune à l'époque. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, c'était en 2017. Peut-être un peu avant, mais je crois que c'était en 2017, où je me suis dit, vas-y, en fait, j'adore écrire aussi. Et si je faisais de la fiction, mais de la fiction audio, vu que je sais transformer ma voix. Et dans un premier temps, j'ai lancé un format qui s'appelait Super Flame Story, et dans lequel je racontais des petites nouvelles que j'écrivais, nouvelles un petit peu fantastiques, horrifiques, etc., un peu bizarres, un peu Lovecraftiennes. J'ai toujours aimé les histoires un peu comme ça. Et j'en ai fait différentes, dont une qui a pas trop mal marché, qui s'appelait L'homme à l'étrange porte, qui donnera plus tard le personnage d'Andrew Bennett, dont on parlera sans doute un peu plus tard. Oui. Et comme j'ai vu que ce format-là marchait plutôt bien, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, il y a Noël qui arrive. J'ai créé un long format qui s'appelait le calendrier d'avant la fin des temps, en référence au calendrier de l'Avent tout simplement, et je vais diffuser en quotidienne du 1er au 24 décembre chaque chapitre d'une œuvre dont la conclusion aura lieu à Noël comme par hasard. Ouais. Et c'est comme ça qu'est né le calendrier d'avant la fin des temps que vous voyez là, qui a été ma première quotidienne de Noël et qui a été un moment pivot dans l'aventure de ma chaîne YouTube, puisque à la suite de ça, pour la première fois de ma vie, d'une part dans les commentaires, mais aussi lorsque je rencontrais des gens, quand les diffusions étaient en cours, j'ai organisé une rencontre abonnée à Annecy, parce que mon meilleur ami à l'époque était barman, et je lui avais dit, mec, il y a moyen de privatiser le bar où tu bosses. Et c'était le bar où tu écrivais souvent tes histoires. Ah non, c'était pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. À l'époque, le calendrier, j'étais encore chez mes parents quand je l'ai écrit. D'accord, ok. Mais j'avais mes potes qui traînaient à Annecy, etc. Et à l'époque, j'habitais à La Roche-sur-Foron, qui est une petite ville pas très loin d'ici. Et du coup, j'organise une rencontre abonnée. La première que j'organise moi, c'est-à-dire c'est un événement que j'organisais. Les gens devaient s'inscrire sur un Google Sheet, machin et tout. Et truc de psychopathe. On remplit le bar. C'était un tout petit bar. Hein. Je crois qu'il y a 80 personnes qui sont venues. Ah oui, d'accord. Et donc beaucoup de locaux, donc ça allait, mais il y a aussi des tarés qui venaient de Strasbourg et genre de l'autre bout du pays, qui ont fait 500 bornes juste pour boire un café avec moi, quoi. En l'occurrence, c'était plutôt manger de la charcuterie et boire des bières. Mais tu dis, waouh,
y a quand même un truc. Et c'était vraiment en mode un peu FAQ, ambiance bon enfant, de la bouffe, des boissons. Et Du coup, ce moment-là, genre, t'étais là, ils étaient tous en cercle à parler, exactement. il y avait des discussions aussi. Non, c'était en cercle et en mode grand chaman, tu vois. Après, chacun allait un peu C'était parler. une conférence. Ouais, un peu. Après, la plupart des gens se connaissaient pas, étaient timides. Ouais, Et en fait, le seul truc qui les rattachait tous, c'était moi. Donc, en fait, j'étais un peu le centre de l'attention à ce moment-là. Ce qui n'est pas pour me déplaire, j'adore être le centre de l'attention. Et du coup, là, les discussions m'intéressent beaucoup parce qu'elles portent quasiment toutes que sur le calendrier d'avant la fin des temps et sur les histoires. Bien sûr, il y a 2-3 mecs en mode à quand la prochaine imitation, machin. Mais la plupart des gens me disent c'est quand la suite du calendrier? Est-ce que tu vas faire des histoires comme ça? Il est trop bien Andrew Bennett, est-ce qu'il va vivre d'autres aventures? Machin. Et là, j'ai eu ce déclic. Et j'avais la même chose dans les commentaires des vidéos, en fait, où les gens, au lieu de faire LOL trop drôle, ils te faisaient un pavé de 200 lignes pour te dire pourquoi ils avaient adoré. Ah ouais. Donc, ça faisait certes moins de vues que le divertissement mainstream, mais tu sentais une implication émotionnelle qui était très forte. Et j'ai dit, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me lancer dans un pari fou, parce que c'était un moment où j'avais beaucoup d'ego, j'avais pas forcément conscience des problématiques financières, entrepreneuriales, de production, etc., que j'ai maintenant. Et je me suis dit, je vais contacter une boîte de prod que je connais, qui s'appelait Sound Life Production. Oui. Et en fait, c'est des mecs qui m'avaient interviewé dans une convention, et j'étais allé voir un peu leur site, et ils avaient gagné beaucoup de prix en festival, notamment des 48 heures film festival, donc ils étaient capables de réaliser des trucs stylés et vite. Et moi, j'aime bien ce qui est stylé et qui se fait vite. Et je leur ai dit, mec, les gars, vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr. J'ai fait une histoire. J'aimerais faire un genre de décalque de la narration de cette histoire avec un nouveau pitch, etc., que j'écrirai à moi, qui s'appellerait Andrew Bennett, qui c'est une série centrée sur ce personnage. L'idée, c'est de filmer le truc et tout. Et en plus, ce qui a motivé principalement cette décision, c'est qu'à l'époque, il y a une aide du CNC qui s'appelle CNC Talent, qui venait d'être créée. Et c'était la première fois que le CNC, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. En gros, c'est du financement public pour l'audiovisuel. C'était la première fois qu'on créait une aide destinée directement aux gens qui créent sur Internet. Et j'étais en mode, on peut avoir l'aide à la création. Et l'aide à la création, c'est, je crois, 20 ou 30 000 euros. Oui, c'est pas mal. C'était vraiment pas mal. Alors, plus tard, je me rendais compte que ce n'est pas des si grosses sommes que ça. Mais à l'époque, pour moi, qui n'avait jamais eu plus de 2 ou 3 000 euros sur mon compte, c'était insane. Ouais. Oui, je me payais pas forcément des trucs comme ça. Et en plus de ça, on a fait donc un crowdfunding qui nous a permis de financer tant bien que mal ce projet qui a été une chier à faire. Mais par contre, j'ai été catapulté à l'époque. J'étais en 2018, je ne sais plus quel âge j'avais. Vous ferez le calcul, là j'ai 28 ans. Et j'ai la flemme de calculer. Mais j'étais jeune, je devais avoir la petite vingtaine. Je me suis retrouvé de ma chambre d'ado, catapulté sur un plateau de tournage pendant 2 semaines à Montpellier en pleine canicule avec la tenue d'Andrew Bennett. C'était dur. Je me suis évanoui notamment plusieurs fois. Avec tout le monde qui est là pour moi et pour le truc que j'ai écrit. Et je me suis dit, waouh. Alors heureusement, c'était pas moi le réalisateur. J'aurais été incapable de réaliser. Je savais juste mettre une caméra sur un trépied. Donc il y avait Kevin Payet qui était le réalisateur. Et puis on avait Frédéric Perchet à la production, qui les deux avaient cofondé Sound Life Production. Et j'avais filer le scénario. Et c'était en mode, vas-y, on tourne le truc, on fait comme on peut et tout. Ça a été hyper difficile à faire. La boîte de production, elle s'est endettée. Enfin, elle s'est pas endettée, mais elle a tapé dans ses caisses de ouf. Je sais pas s'il a fini en banqueroute, mais ça a été un enfer à faire. J'avais pas conscience de ces problématiques à l'époque, j'étais juste le porteur du projet. Mais on a réussi à le faire, quoi. Et avec beaucoup de bonne volonté. Et je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, donc le truc a été diffusé sur ma chaîne YouTube, c'est une des web-séries françaises indépendantes les plus abouties et les plus quali qui existent dans le milieu de YouTube. Je pense qu'on peut se mettre côte à côte du Visiteur du Futur facilement avec Andrew Bennett, qui aura été certes un one-shot, on va dire, mais qui, pour des gens du web à l'époque en système D, ont quand même réussi à faire un truc de ouf. Parce que quand tu disais le budget aux gens, donc il y avait des professionnels, ils croyaient que c'était par épisode. Non, c'était pour tout le projet, pour 10 épisodes. Donc c'était la giga galère. Mais à la suite de ça, je me rends compte de 2 choses qui vont être 2 de mes frustrations principales. La première, c'est très dur de mettre à l'image, en image un univers. Et la deuxième, les problématiques financières sont très compliquées à gérer. Et c'est pas rentable. Basiquement, c'était juste pas rentable. Ça n'a pas été rentable. On a juste perdu de l'argent en faisant ça. Et du coup, ça, c'est des trucs qu'on commence à tourner dans ma tête. Genre, il est impératif que quand je crée quelque chose, ça rapporte de l'argent si je veux vivre de ce quelque chose. Et vu que c'était un peu ce que je voulais faire, j'ai commencé à intégrer un peu la notion de problématique entrepreneuriale. Je me suis dit, OK, il faut que je vende les trucs que je fabrique. Et c'est comme ça que tout naturellement a émergé notamment Les Démons d'Hugo, ce projet-là, qui a été la première série audio que j'ai faite,
mais qui, elle, en revanche, était destinée directement à la vente. Il me semble qu'elle n'a jamais été disponible gratuitement, sauf l'épisode 1. Et à l'époque, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube, je dis voilà, j'ai fait ça. Le bouquin, c'est 16 balles. La série audio, c'est 16 balles aussi. Vous pouvez l'acheter, à l'époque, c'était sur Utip. Maintenant, Utip, ça a fermé. Donc, tu avais littéralement un fichier zip avec les versions audio de l'histoire. Et j'en ai vendu un peu moins de 1000. Donc là, direct, putain, incroyable. Ça se vend et les gens achètent et ils veulent et ils en demandent, etc. Et du coup, j'ai compris que, ok, à minima, si ce n'est le support, l'univers et ce que je raconte, ça plaît aux gens et ils sont prêts à payer pour en avoir plus. Et là, j'ai compris que je peux faire une entreprise avec ça. Donc j'ai eu ça dans un coin de ma tête. À l'époque, je crois que j'étais encore en études, si je dis pas de bêtises. Peut-être plus. Je sais plus. Mais je mets ça dans un coin de ma tête et je me dis, le moment où j'ai l'occasion, il faut que je fasse une entreprise autour. 2019. Ouais, non, ces eaux-là. Ça, c'est 2018, je crois. Je l'ai sorti à peu près. Ouais, 2018. En fait, il n'y a pas eu de calendrier en 2018. Il y a eu Andrew Bennett saison 1. Ouais. Et seule et unique saison. Et du coup, j'ai continué les calendriers. J'ai continué aussi à faire des vidéos un peu lambda, mainstream, comme je faisais. Entre-temps, mes audiences ont commencé à pas mal s'effondrer, justement parce que le fait d'avoir amené un truc extrêmement créatif, extrêmement écrit, en face d'un divertissement plus généraliste, le gros de l'audience n'a pas compris. Et du coup, c'est devenu assez compliqué, mais j'ai pu continuer à rouler un petit peu ma bosse, notamment grâce au soutien des gens sur Utip, des dons, des trucs comme ça. Et vient le moment où je suis en train de diffuser, alors putain, je sais plus si c'était Pic au vent ne répond plus ou le Mystère Marmottin, je crois que c'était le Mystère Marmottin, où je reçois un mail d'un mec qui s'appelle Kevin Cousin, qui me dit salut, je suis développeur, je suis actuellement au chômage, j'adore tes histoires, je les écoute, je kiffe, c'est génial. Si jamais tu as besoin d'un développeur pour un projet numérique ou autre, vas-y, je suis chaud. Et là, tout se lit un peu dans ma tête en mode bah ouais, il faut que je fasse une plateforme, un genre de Netflix. Je venais de découvrir Netflix. Je sais pas si c'était déjà là en France à l'époque beaucoup, mais en tout cas, moi personnellement, je découvrais Netflix à cette période-là. Et ben, je dis, bah, je fais pareil, mais avec des histoires à écouter, quoi. Et du coup, on se fait un call à l'époque, c'était sur Skype. Ah oui. Avec... Discord, ça existait déjà. Ouais, ça existait, mais je crois que je l'utilisais, mais pas pour ça. Pour les trucs pro, j'utilisais encore Skype, je sais plus. Mais on se fait un call Skype. Je me souviens que c'était sur Skype avec Kevin. Et au lieu d'être un truc informel de 10 minutes, on parle super tard, jusqu'à minuit, machin. Passion commune pour le Japon, passionné par mon univers, mec qui a l'air assez compétent dans tout ce qu'il raconte et tout. Je me dis, ok, le mec fiable, sérieux, ça fit bien. Et je sais pas, je me souviens plus comment ça s'est joué, mais 2 semaines après, on faisait une boîte, quoi. Ouais. 2 semaines après, on lançait Super Flame Studio en mode, vas-y. Ouais, ça a été un coup de foot professionnel à l'époque. Et on s'est dit, vas-y, on lance un peu le projet. Je pitch justement mon idée de faire une plateforme. Il me dit, bah ouais, grave, on va faire ça. Et c'est comme ça qu'a créé Super Flame Studio. Ok. Là, on arrive à la création. Du coup, Super Flame Studio est créé. On cravache comme des cons pour essayer d'avoir une V1 de l'appli qui à l'époque était moche. Et d'ailleurs, ça s'appelait pas encore Tellington. On a mis du temps à trouver le nom. D'ailleurs, il y avait des sondages sur Discord pour trouver un nom avec les gens de la commune. On a les images de ça parce que dans la dernière interview, Jeff m'avait envoyé les maquettes. Oui. Le projet s'appelait Superflix et j'avais fait les maquettes sur PowerPoint à l'époque. Projet Superflix. Waouh. Donc, voilà. Mais comme quoi, tu vois, ça part d'un truc qui a l'air pas ouf et en fait, au final, ça devient le projet de la boîte et c'est grâce à ça qu'on vit maintenant. Et donc, il développe une V1 qui est pas ouf. On se rend compte que, certes, si on a une V1, elle est moche, 2, en fait, je suis con, j'ai pas de contenu à mettre dessus à part les trucs que j'ai déjà. Donc, faut rusher des séries, notamment à l'époque, c'était Talion l'exilé et La Forêt sans fin, si je dis pas de bêtises, les 2 premières séries exclusives pour lancer le truc. Je les rush. Entre-temps, on fait aussi appel à Basti UI, qui est un youtubeur qui est super cool, j'adore ce qu'il fait, qui est spécialisé dans le UI design, c'est son métier, hein, il crée des interfaces pour ses clients. Et je lui dis, mec, tu peux nous aider parce que mon truc il est moche. Il fait, bah oui, bien sûr. Et du coup, il nous a pondu toute la charte graphique, les codes couleurs, les trucs comme ça. Il y a aussi Balo, à qui je veux rendre hommage. Balo, c'est celui qui a créé l'identité visuelle. Donc c'est encore autre chose, l'identité visuelle, c'est quoi les couleurs Tellington, c'est quoi le logo Tellington, c'est quoi l'écriture Tellington. Voilà, c'était ça son boulot. Et après, justement, Basti s'est inspiré de ça pour créer des interfaces, les machins, en V1. Et la V1 de l'appli, qui d'ailleurs à l'époque n'était disponible que sur smartphone. Et une fois qu'on a tout ça, je mets les épisodes dessus, on lance. Okay. Et
on lance et on a des premiers utilisateurs d'abord en bêta fermée, etc. Ah putain, j'ai pas parlé. Entre-temps, il y a eu Battle for Agadia aussi qu'on a voulu lancer. Parce que justement, dans cette période où on avait un gros temps mort sur Tellington, on s'est dit, le temps d'avoir et les interfaces et de développer et moi d'écrire des trucs et des machins et des bidules, on a un autre projet qu'on peut faire et a priori on peut faire simplement, LOL, c'est un jeu vidéo dans mon univers. Il faut savoir que Kevin et moi, surtout Kevin, on est des gros fans de jeux de cartes. Moi, je m'étais mis à bouffer du Hearthstone comme pas possible. Et on s'est dit, tu sais quoi, on reprend des personnages clés de mon univers, on fait un genre de Hearthstone avec ça, puis on fait un crowdfunding, etc. Et on lance le crowdfunding pour ce projet-là. On arrive à récolter de l'argent. Et au final, on se rend compte que ça va être beaucoup plus galère que ce qu'on croit faire, parce que faire un jeu vidéo, c'est différent que de faire une appli mobile. Et il y a plein de trucs qui vont pas dans tous les coins. S'ajoute à ça qu'en parallèle, on attaque notre levée de fonds à côté sur d'autres sujets qui nous bouffent notre temps et notre énergie. Et du coup, on est contraint de freeze le jeu, surtout qu'on se dit, toujours le problème de l'ambition, parce qu'on se dit, ah putain, mais ça ne peut que cartonner, tout ce qu'on fait est génial, machin. On se dit, on va faire un jeu encore mieux, et on va faire des graphismes de ouf, des machins de ouf dans tous les sens, etc. Et du coup, vas-y, on freeze temporairement le projet, puis on va le reprendre assez rapidement. On l'a pas repris très rapidement, pour diverses raisons que je détaillerai peut-être plus tard, c'est des questions à ce sujet. Et du coup, entre-temps, comme je disais, on lève des fonds. Donc là, traverser du désert, ça dure quasi 1 an, à faire des réunions, mais toutes les semaines, avec des gens qui te donnent un rendez-vous pour refaire une réunion, puis à la fin, ils te disent non. Au lieu de te dire non direct, tu vois. Et là, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais ça m'a permis de découvrir le monde des investisseurs et de l'entrepreneuriat. Et ça, c'était notamment grâce à Majid, donc qui est un des premiers à avoir cru vraiment en nous, en moi et en Kevin aussi, et au projet Superflame Studio, qui nous a accompagnés justement pour aller faire une levée de fonds, qui nous a permis de rencontrer les gens du réseau Entreprendre, qui nous ont fait un prêt d'honneur de 30 000 €, qui me l'ont fait à moi en mon nom propre en l'occurrence, donc je suis endetté de 30 000 € auprès du réseau Entreprendre. Bientôt, j'ai fini de rembourser Christine, bientôt. Et du coup, on commence à avoir de l'argent. La levée de fonds, complicado au début parce que les gens, ça leur parle pas. Tu sais quoi, ces délires de youtubeurs, de machin. Et surtout, il y a un gros problème, c'est que les mecs, ils disent une boîte ne peut avoir qu'un métier. On comprend pas que vous vouliez et fabriquer et diffuser. Et en plus, peut-être même faire un jeu vidéo et machin, et bidule et machin. C'est trop confus. Donc, soit vous fabriquez et vous vendez à Disney, à Netflix, à Audible, etc. Soit vous êtes une plateforme, mais vous achetez du contenu à d'autres gens. Vous n'allez pas le faire vous, quoi. Et les mecs, tous les mecs qu'on a vus, ils nous disaient quasiment tous ça. Et c'était pour ça qu'ils refusaient au début. Et en fait, les mecs, tu leur disais, mais et Netflix, et Disney, et machin, et bidule, ils font tout ça. Et Ankama, par exemple, qui est une de mes boîtes de cœur, j'adore Ankama. Et ils comprenaient pas. Les mecs disent non, mais c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil, c'est ce que j'essaie de faire, en fait. Donc, d'énormes frustrations. Des larmes parfois, mais on continue d'avancer jusqu'au moment où on a nos premiers oui, notamment grâce à Majid encore une fois, parce que c'est vraiment lui qui nous aide sur pas mal d'aspects, qui nous introduit auprès d'amis à lui qui sont des anciens entrepreneurs, qui s'intéressent aux petits jeunes, qui lancent des trucs dans le coin ou des trucs comme ça, à qui je pitch le projet, et là on a les premiers oui. Et en général, dans l'investissement, dès que tu as déjà un mec qui te dit oui pour 50 000, ça fait un effet boule de neige. Et on arrive enfin à boucler ce satané cycle et lever quasiment 200 000 € via les investisseurs. Et en fait, avec cet argent-là des investisseurs, en échange de ça, ils ont des actions dans la société. Hein. En échange de ces actions, ils nous donnent de l'argent, quoi. Et avec cet argent sur notre compte en banque, on peut justement aller voir la banque et leur dire, regardez, on a 200 000 €. Est-ce qu'on peut avoir 200 000 en face pour faire un x2 ? Et les banques, elles prêtent. Quand tu as de l'argent, elles te prêtent très très facilement, parfois trop facilement, méfiez-vous. Et du coup, on arrive à avoir une aide donc, de la BPI, c'est la Banque publique d'investissement. C'est un organisme d'État qui emprunte de l'argent sur les marchés pour aider les entreprises à se lancer, à se financer. Par contre, c'est des prêts, donc il faut les rembourser. Mais c'est des prêts à terme, tu commences à rembourser que 2 ans après avoir contracté le prêt. Ouais. Donc ça te laisse le temps de faire grossir la boîte, etc. Même si là, on a commencé à rembourser. Et tu as aussi pas le Crédit Agricole, BNP Paribas, qui accepte de nous suivre sur le projet. Mais c'est ce qu'on appelle du prêt de trésorerie. Donc, c'est du prêt bancaire classique d'entreprise. Et là, en fait, dès le premier mois, tu commences à les rembourser. Hein. Donc, voilà. Et on arrive à avoir une enveloppe qui fait qu'au final, on a un peu moins de 400 000 € pour lancer tous les projets de l'entreprise. Dès qu'on a ce feu vert-là, moi, je peux quitter mon petit appartement, justement, dans le village où je vivais. Donc, je vivais à Cruseille avant. Et j'écrivais le gros de mes histoires dans un bar-restaurant qui s'appelait Le Vieux Fournil, qui a malheureusement fermé depuis.
qui a très mal résisté au Covid notamment. Et c'est là que j'ai écrit la plupart des histoires que vous pouvez écouter. D'ailleurs, il y a des dédicaces à l'équipe du jeu Fournil dans mes livres, des clins d'œil, beaucoup de personnages ont les mêmes noms que les serveurs, que le staff et tout. Et donc ce petit village où j'ai vécu, c'est un peu le cocon. Quasi Marmottin, avant Marmottin. Non, après Marmottin du coup, parce que j'avais déjà écrit et conceptualisé Marmottin chez mes parents, mais le truc a pris un peu des allures de Cruseille quand j'ai emménagé dans ce petit village qui avait ce côté typique petit village français. Il manquait que les intempéries aient été à Marmottin, quoi, dans ma tête en tout cas. Et j'étais vraiment le cliché de l'auteur avec son ordinateur portable, son café, qui est là dès 8h30 le matin, avec les poivreaux qui arrivent, qui prennent le blanc et qui se barrent après, et qui venaient me voir. C'était assez drôle d'avoir des vieux pépés. « Tu fais quoi ?» J'ai écrit un roman et tout. « Ça parle de quoi ?» Puis je racontais les petites histoires. « Ah ouais, c'est pas pour moi ça. » Peut-être pas, effectivement. Mais donc ça, c'était un peu c'était le début de mon âge d'or d'écriture et de fabrication de contenu pour Tennington. Parce que t'avais toute la hype. On a réussi les financements, on a réussi à créer Tennington, on arrive à sortir des épisodes. Les abonnements, ça fait ça. Donc ça monte, ça marche. Et la suite de ça, c'était venir à Annecy, donc quitter mon petit village, venir m'installer dans cette ville pour choper un local, qui au final sera celui-ci. Mais le problème, c'est qu'en faisant le déménagement, en partant d'un petit village où j'avais toute ma sociabilité, des trucs comme ça, j'ai fait un petit burn-out quand même, à me retrouver seul dans un appartement au milieu d'Annecy, etc. Et c'est encore une fois un peu grâce à l'aide de Magid qui m'a présenté les artistes à l'étage et tous les gens comme ça, super cool. J'ai pu me recréer. Ouais, c'est ça. Attends, il y a un mec, il écrit là, venez voir. J'ai pu me recréer une sociabilité que j'avais perdue. Parce que quand tu arrives tout, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont peut-être déjà vécu, notamment via les études, quand tu arrives tout seul dans une ville, tu connais personne, tu as quitté tes potes, ta famille, tes machins, du coup ça a été un petit peu compliqué, mais c'est pas compliqué, c'est vite refermé dès qu'on a pu commencer à dire on prend ce local et on commence les travaux, et c'était la première fois de ma vie je signais des virements de plus de 10 000 euros, des trucs, et on construit le truc, et voilà où on en est. On est dans cette belle pièce. Et on est aujourd'hui dans une des pièces qui a été construite pour cette entreprise. Voilà. Où on en est à peu près dans les grandes lignes. Ok, et c'est à moi. Alors du coup, tu as parlé de ta chaîne Super Flame, qui a débuté en 2013, mais tu as aussi une chaîne Super Flame Réflexion, sortie en 2021. Ouais. Aujourd'hui, tu n'es plus vraiment actif sur ces deux chaînes-là. Clairement pas. Clairement pas. Donc quel est ton rapport aujourd'hui avec ces chaînes-là ? Alors, la chaîne Super Flame Réflexion, c'était un peu un truc à part où je m'étais dit, vas-y, je veux juste une chaîne où je me pose pour réfléchir à des sujets, et j'avais peur de parasiter la chaîne principale en faisant ça. Et je m'étais plié à l'exercice une ou deux fois, et au bout d'un moment, je suis passé à autre chose et je me suis un peu lassé. Et dans le cas de la chaîne Super Flame, c'est une boucle de frustration qui fait que je poste de moins en moins dessus, parce que tout simplement, mes audiences se sont totalement effondrées au cours des dernières années. C'est une chaîne qui a 1 million d'abonnés et qui peine à faire 10 000 vues. Et en fait, ça fait beaucoup de mal à l'ego. Et le paradoxe fait que des fois, je fais quasi autant de vues sur la chaîne secondaire Super Flame Studio, qui elle a genre 20 000 abonnés, et qui concentre le gros de la vraie commu, active, investie, engagée financièrement, etc. Et des fois, je me dis, plutôt Super Flame Studio que Super Flame. Et j'ai vraiment l'impression que c'est chaud de ouf de relancer une chaîne qui, entre guillemets, est morte. Et ma théorie par rapport à ça, c'est qu'en fait, le message a tellement été brouillé par le fait que j'ai eu des dizaines de formats différents, et surtout que j'ai fait un 360 en typologie de contenu, que les 500 000 abonnés qu'il y a, mais des mecs qui s'intéressent à mes histoires audio, il n'y en a que 20 000 dans le tas qui sont allés sur notre chaîne, justement. Et le problème, c'est que du coup, quand YouTube va suggérer mes vidéos à mes abonnés, mes propres abonnés, t'en as quasiment 70% qui n'en ont rien à foutre du truc que je vais dire, que je vais faire, etc. Et qui sont, entre guillemets, des abonnés morts, dormants. Et du coup, c'est pour ça que j'ai levé le pied de ouf sur cette chaîne, même si je me suis remis à diffuser les calendriers dessus finalement, parce que le hasard fait que, par hasard, il y a quand même plus de gens qui vont aller dessus pour écouter et voir des trucs, parce qu'à mon avis, ils voient le compteur d'abonnés et il y a un effet psychologique peut-être, je sais pas. En mode, tiens, le mec, il a 1 million d'abonnés, il doit être sérieux. Ok. Voilà. D'accord, ok. Et, vraiment. Et donc, aujourd'hui... T'as dit quoi? Aujourd'hui, est-ce que tu penses que, parce que certains membres de la communauté en parlaient, reprendre la chaîne sur des formats plus classiques
pour éventuellement faire relancer une dynamique qui pourrait attirer des sponsors, qui permet d'emmagasiner de l'argent sur l'entreprise. C'est quelque chose qui t'intéresserait, ou t'as pas envie de faire du contenu qui marcherait entre guillemets parce que c'est juste ça te ressemble plus et que tu préfères aller vers un truc qui te plaît? Il y a plusieurs choses. La première, tu l'as dit, en fait, ça me ressemble plus. Maintenant, j'ai vraiment pris la routine du créatif, de l'auteur, et j'ai progressivement, au fil des dernières années, posé la casquette de youtubeur pour prendre la casquette de l'entrepreneur et de gérer au quotidien une entreprise qui a des intérêts économiques qui sont pas forcément là. Tu vois, moi, mes intérêts économiques, ils sont vraiment dans les abonnements à Tellington, la plateforme de streaming audio qu'on développe. Et en fait, le contenu qui marche, entre guillemets, si j'avais la solution pour en faire et en faire facilement, je le ferais parce que ça serait un non-sens économique de ne pas le faire. Le problème, c'est que j'ai toujours pas trouvé la recette ou même la motivation, en fait. Plus, il faut que je trouve le temps aussi. Du temps, j'arrive encore à en trouver un petit peu, mais selon sur quoi je pars dans un futur proche, du temps, j'en trouverai plus. Et il faut faire très attention à ne pas se disperser. Et le truc qui est important quand tu as une entreprise aussi, c'est où est ta vraie valeur fondamentalement. C'est quoi le truc où tu es irremplaçable et où après on peut passer à côté, où ça peut être quelqu'un d'autre, où ça sert à rien que tu le fasses, tu vois. Et moi, ma valeur absolue pour l'instant dans la configuration d'entreprise, c'est auteur-comédien. Auteur et comédien, en l'occurrence, des histoires qu'on vend aux gens. Du coup, voilà. Je ferme pas la porte, mais elle est pas totalement ouverte. Elle est très légèrement ouverte, tu vois. Ok. Donc, tu as déjà parlé un petit peu de ton évolution, de ta vie perso, etc. On va revenir un peu plus en détail, puisque tu es passé à ado dans ta chambre, à youtubeur à 500 000 abonnés et chef d'entreprise. Donc, comment toutes ces évolutions ont eu un impact sur ta vie? Alors, il faut savoir que moi, de base, je suis un gamin qui était, c'est plus trop le cas maintenant, hyper méga seul et timide. J'avais pas particulièrement de potes et tout. Et justement, les imitations et les voix, c'était un moyen de sociabiliser. J'étais un peu le mec rigolo qui fait des voix. C'est comme ça que j'avais des potes. J'étais un peu dans la team chelou, / premier de la classe aussi quand j'étais plus petit, tu vois. Et j'ai très jeune aussi eu un ordinateur entre les pattes. Ça, c'est un coup de génie de mon papa. C'est que je devais avoir 10 ans, mais il a acheté un Windows 95 et j'avais ça dans le salon très jeune. Et tout de suite, j'étais fasciné par cette machine et tout. Donc, j'ai toujours été collé à un ordinateur. Et très vite, j'ai voulu utiliser l'ordinateur comme un moyen de créer. Pas juste être un consommateur, mais vraiment, c'est un outil et c'est moi qui vais dire à l'outil ce qu'il doit faire. Et contrairement à beaucoup de gamins qui se contentaient de faire des jeux vidéo, moi j'en faisais, hein. C'était des CD-ROM éducatifs, là pas malin, des merdouilles comme ça. Je m'amusais déjà à créer des petites histoires, des récits. Je faisais des petits dessins animés en stop motion avec Movie Maker et mes nounours, tu vois, des trucs comme ça. Et toujours, il faut que je crée des trucs, Et en fait, c'est assez naturellement que j'ai glissé vers ça quand j'ai eu l'opportunité d'avoir YouTube et de pouvoir me montrer à des gens, parce que je me rends compte que les gens, la communauté, le fait d'avoir des gens qui suivent ce que tu fais, pour moi, c'est un gros moteur. Je pense que dans un premier temps, on pourrait penser que c'est par ego, mais en fait, c'est plus une espèce de peur infantile de l'abandon, de ne pas être reconnu, des trucs comme ça, qui me pousse à créer et à sortir des trucs pour valider, ok, c'est bon, ce que je fais plaît, j'existe, nanana. Et du coup, c'est ça qui fait que je suis fondamentalement quelqu'un qui crée des trucs tout le temps. Et l'écriture m'a permis de canaliser ça un petit peu, notamment. Donc voilà, première période de ma vie, naturellement, très solitaire, créatif, et j'aime bricoler des trucs. J'ai eu une enfance très compliquée sur pas mal d'aspects du fait de ma timidité quasi maladive quand j'étais très petit. Et j'ai fait une phobie scolaire quand j'étais au collège. J'ai été en hôpital psychiatrique pendant 2 ans. Ça, je ne l'ai pas raconté déjà en vidéo, je crois, si. En live, tu l'as raconté. Ah, si, je l'ai raconté en live. Ouais. Et ça s'est bien passé. C'est pour ça que maintenant, je commence à raconter un petit peu. Parce qu'en fait, ces 2 ans, donc c'était un hôpital de jour, hein, je n'étais pas interné ou quoi que ce soit. J'avais 13 ans. J'ai été pris en charge donc, par des éducateurs spécialisés, des psychologues, machin et tout. Mais en fait, quand tu es un gamin, c'est comme si tu étais dans un centre aéré. Sauf que les gens, c'est tous des médecins, plus ou moins. Ouais, gros. Et en fait, c'est là-bas que j'ai vraiment découvert un truc parmi les ateliers qu'on faisait en tant que gamin, c'est le théâtre. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à vraiment sortir de ma coquille, à me rendre compte que les personnages que je savais faire, les trucs comme ça, en fait, ça pouvait me permettre de sociabiliser vraiment plus. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à faire rire beaucoup de gens, et notamment des adultes. Avant ça, j'étais pas forcément un gamin très drôle et en fait, j'ai vraiment unlock mon sens de l'humour au contact de ça, ce qui m'a permis de me créer une carapace de rigolade
qui m'a appris au contact des soignants à dézoomer par rapport à mes problèmes, mes angoisses, mes peurs, et avoir une vue un peu plus d'ensemble, et de dire, ok, c'est pas si grave en fait, c'est juste que tu vois le problème en zoomant dessus à mort, donc tu vois que lui, mais en fait quand tu dézoomes, oui, une petite tâche là, il y a un petit problème, mais après tout le reste ça va en fait. Et du coup, je suis revenu progressivement en cours, et j'ai rencontré au collège mes deux meilleurs potes, qui s'appellent Mathis et Mathieu. On est toujours meilleurs potes aujourd'hui, donc c'est mon amitié, on va dire, la plus longue, qui m'ont un petit peu pris par la main et m'ont aidé à sociabiliser, et avec qui j'ai fait toutes mes premières sorties, le kebab avec les copains, le cinéma avec les copains, des trucs que j'avais quasiment jamais fait en fait. Et du coup, ce nouveau moi est arrivé peu de temps après au lycée, et c'est au lycée que j'ai lancé ma chaîne YouTube. En fait, j'étais au collège et j'allais passer au lycée. Je crois que c'était dans cette période-là, je sais plus. La passerelle. Ouais, ça a été plus ou moins une passerelle. Je sais plus si j'avais déjà la chaîne ou si j'allais la voir. C'est confus dans ma tête. Mais du coup, voilà, je lance ma chaîne YouTube un petit peu au lycée et ma chaîne marche. Et j'ai été dans un lycée assez cool, un petit lycée. En fait, du fait de mes difficultés passées, j'ai réussi à intégrer vraiment le petit lycée de la ville où je vivais, ce qui m'a évité de me retrouver dans un énorme lycée avec des milliers d'élèves, tu vois. C'était un petit truc, avec une seule filière générale, on était 30 points, ni plus ni moins dans cette filière-là, et en terminale on était même 15. Ah ouais, donc c'était une ambiance très familiale, limite, les profs, on se connaissait, et en fait c'était marrant, c'était un bahut où en fait c'était pas les élèves qui changeaient de salle, c'était les profs qui venaient de salle en salle. Et du coup, à part pour des cours spécifiques, notre salle de classe, c'était notre salle de classe, quoi. Et du coup, on l'avait aménagé un petit peu. Il y avait une cafetière au fond. C'était vraiment, vraiment super bon lycée. J'ai vraiment kiffé. C'était à Lénil-Valaroche, qui accessoirement est également l'école nationale des industries du lait et de la viande. Okay. Donc, il y a plein de BTS pour apprendre à faire du fromage et de la charcuterie et de la viande et tout. Mais ils ont une toute petite filière générale à côté où tu fais une terminale S. À l'époque, c'était S, mais maintenant, ça a changé, je ne sais plus comment c'est. Et du coup, le fait d'avoir cette scolarité vachement plus cool, sécurisante, et le fait d'avoir YouTube qui marche bien, c'est une période où ça commence à marcher, etc. Je fais mes premières conventions et tout. Ça me booste à mort l'ego. Et il y a eu une période où je pense que j'étais un connard prétentieux. Et j'ai eu la chance de l'avoir assez tôt pour dégringoler assez vite par rapport à ça et retomber sur mon cul correctement et comme il faut. Du coup, voilà, ça a été une parenthèse dans ma vie. Puis après, je me suis un petit peu calmé, j'ai continué. Il y a eu la dégringolade des audiences et puis il y avait les autres trucs que je vous ai racontés avant, quoi. Mais je suis, en tout cas, mon rapport à l'autre, par rapport à tout ce que j'ai vécu, a beaucoup changé. Je suis beaucoup plus ouvert à échanger avec des gens que je connais pas ou à faire des nouvelles rencontres. Je peux devenir pote très facilement avec les gens. Par contre, si je supporte pas une personne, je le montre très facilement aussi. C'est un de mes défauts, mais ouais. C'est France. De quoi? Oui. Voilà. Mais voilà. Et du coup, ça m'a permis de. Et aujourd'hui, comment tu gères donc l'entreprise? C'était plus ça. Personnel. Donc c'était plus ça, le conflit entre le perso et le pro. Les deux sont entremêlés, donc ça c'est un problème. Après, j'ai de par le fait que j'ai un background de youtubeur, de mec qui a joué à des MMO, des trucs comme ça, j'ai toujours fait très attention à séparer la vie privée de la vie publique. Et à part les quelques révélations que je fais là, ma vie privée, les gens qui me suivent, ils la connaissent pas. Si on regarde ton Insta, on tombe sur des photos de plats. Oui, donc au Vieux Fournil notamment, parce que j'aime bien manger. Moi, mon problème, c'est la bouffe, vraiment. C'est bon. Et du coup, j'ai toujours vraiment essayé de faire gaffe, parce que j'ai vu d'ailleurs d'autres youtubeurs à l'époque où le pro et le perso étaient hyper mélangés, et ça faisait des dramas dans le microcosme. 2, tu te retrouves avec des scandales où ça finissait au tribunal et des conneries comme ça pour un spectre très large de motifs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être le mec un petit peu tout seul dans son coin, c'est très bien aussi. Tu produis tes trucs et après, tu as ta vie perso avec tes potes perso que tu connais depuis longtemps et qui ne sont pas des gens qui t'ont connu et que tu connais par le biais des réseaux. Donc voilà, j'ai toujours mis un point d'orgue à séparer les deux. Et puis maintenant, il y a le côté professionnel, chef d'entreprise, qui est arrivé avec le fait qu'on a la structure, qu'on a des actionnaires à qui je dois rendre des comptes, que je bosse avec d'autres gens.
qui a des charges qui ont augmenté terriblement. Parce que quand tu passes, ça aussi c'est un truc que je peux raconter, quand tu passes d'un youtubeur qui est tout seul dans son petit appart à 600 € par mois, et en gros tu as juste besoin de 600 balles pour payer ton loyer, moi je suis un piéton, j'ai pas de bagnole ni rien, etc. Et après je peux me payer à bouffer et ma vie c'est tout, c'est juste ça, donc c'est hyper optimisé, tu vois. En fait, quoi qu'il arrive, si je rentre pas minimum genre 15 ou 20 000 € dans le mois, je perds de l'argent. Ouais. Et si je rentre 20 000, je suis à zéro. C'est ce genre de merde, tu vois. Et du coup, tout de suite, tu changes de sphère d'enjeu et de considération. C'est la première fois de ma vie que je perds de l'argent en permanence. Et c'est pas 5 € que je perds, c'est des milliers. Donc au début, ça m'a fait énormément stresser. Maintenant, je m'y suis habitué et j'ai essayé de rationaliser à mort le truc. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Faut regarder les chiffres tels qu'ils sont. Tu fais des tableurs Excel, tu fais des projections et tu dis, là, on est bon, là, on n'est pas bon. Il nous reste tant de temps, etc. Et là où on a beaucoup de chance par rapport à d'autres entreprises, c'est que nous, on a ce qu'on appelle de la trésorerie. Donc, c'est qu'on a de l'argent dans les caisses. Moi, là, j'ai un pote entrepreneur, Hugo, je te salue si tu regardes cette vidéo. Lui, sa trésorerie, c'est 1 mois. Donc, le mois prochain, s'il ne rentre pas des sous comme il faut, sa boîte n'existe plus. Moi, la trésorerie, c'est 8-9 mois. Donc, j'ai large le temps de me retourner, de voir venir, etc. Et on en parlait en off tout à l'heure. Je suis déjà en train de mettre en place des solutions, déjà pour réduire les coûts, avant même de chercher à gagner plus. C'est-à-dire faire des économies comme je peux, à droite à gauche, quoi. Voilà. Donc, la notion de facteur économique est devenue prépondérante et très, très, très importante parce qu'en fait, une entreprise, c'est quoi ? C'est une entité qui a pour but principal de rentrer plus d'argent qu'elle en sort. Et sinon, elle a perdu. Le jeu, il est bête comme ça. Hein. Si tu rentres plus que tu sors, elle t'a gagné. Voilà, c'est juste ça. Okay. Et je joue à ce jeu en ce moment, qui est parfois terrifiant, mais aussi très grisant. Je trouve ça passionnant. Okay. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc où je me dis, en fait, ça... à part les emmerdes qu'on a, ça me plaît vraiment, ça. Tu vois. Alors, j'aime pas toute la partie paperasse administrative, etc., qui était plutôt l'apanage de Kevin à la base, et qui m'a beaucoup aidé sur ces sujets au début. Et moi, vraiment, dans la boîte, fondamentalement, je suis le créatif et le responsable de la communication, on va dire. Donc, c'est moi qui parle aux gens, puis c'est moi qui fabrique les trucs qu'on vend. Et Kevin, du coup, c'est plutôt la stack technologique. Donc, s'assurer que Tellington, ça marche, ça tourne, etc. Et l'administratif aussi, c'était ça, surtout. Ouais. Ok. Bon, du coup, question un peu plus légère. Première question d'un des fans, puisque sur Discord, on avait ouvert, tu as ouvert un channel pour les fans, puisque vous avez des questions. Donc, première question de fan, donc de Tilunarum sur Discord, qui nous demande du coup, est-ce que tu as des passions en dehors de ton travail que l'on serait susceptible de ne pas connaître ? Alors, j'en ai déjà parlé dans des lives ou autres, mais pendant des années, là, j'ai quitté mon club, mais j'ai fait du théâtre d'impro. Pendant des années. T'as arrêté, du coup ? Ouais, j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps. Ok. Du théâtre d'improvisation, donc c'est du théâtre mais il n'y a pas de texte et ça c'est bien parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Je me souviens pas de beaucoup de choses, parfois même que j'écris. On me le reproche assez souvent. Théâtre d'improvisation, qu'est-ce que j'ai comme autre passion? Dans l'informatique, c'est vraiment un truc, la programmation notamment, que je kiffe. Je trouve l'exercice intellectuel que c'est, où j'ai appris à coder en autodidacte, j'ai fait mes études là-dedans aussi. Fait un BTS SNIR, dédicace au lycée Charles Poncet à Cluse, en Haute-Savoie. Informatique, moi, en fait, j'ai l'immense avantage d'être à la fois passionné par la technique. Alors, j'ai pas du tout le niveau d'un ingénieur ou quoi. Hein. Je suis incapable de faire les trucs que fait Kevin, mais je suis capable de comprendre ce que fait Kevin, par contre. Je suis passionné aussi bien par la technique que par le fait de créer des choses. Et en fait, parfois, les créatifs, ils ont pas l'un et les techniciens, ils ont pas l'autre, tu vois. Et du coup, en fait, le fait d'être à la jonction de ces deux chemins, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion ? J'aime bien le cinéma. J'adore le cinéma. Les séries, ça, c'est un peu lambda, j'ai envie de dire, mais je suis un gros fan de science-fiction et de fantastique. Ça se ressent, je pense, dans mes histoires. Qu'est-ce que je sais d'autre ? Et si, j'ai quand même, moi, mon kiff de base, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens quand tu commences à vieillir, c'est une bonne bouffe avec les copains, à la bonne franquette, et t'es posé et tu discutes, ni plus ni moins. Tu papotes, t'as un petit verre de vin, une petite côte de bœuf, et t'es avec tes potes. Et ça, c'est mes moments dans la vie. Tu sais, un peu,
un peu cette image d'Épinal dans les vieilles archives de l'INA, avec Jean Gabin, Louis Ventura, qui se font des bouffes et qui parlent, le poteau, feu, machin. Et j'ai vraiment des conversations comme ça avec mes potes, où on passe limite plus de temps à commenter un plat qu'on aimerait faire ou qu'on a fait que le plat qu'on est en train de manger. Et c'est très français, je pense, ce genre de truc. Et ça, c'est mes petites madeleines de Proust à moi. C'est vraiment être avec mes copains, ouais. Oh, c'est bien. Ouais. Ok. Et ok, donc on repasse sur une question un peu plus projet. Ouais. Maintenant, on va aborder le thème de la guilde des vidéastes. Ouais. Donc, du coup, globalement, c'est un projet que tu avais mis en avant sur ton Twitter. C'est ça, ouais. C'était dans ta bio, etc. Et donc, c'était donc un projet que tu vas nous expliquer. En faisant les recherches, j'ai appris que ça avait malheureusement fermé. C'est finito. Le but n'étant pas de remuer le couteau de la plaie, mais justement de comprendre ce que c'était puisque tu l'as mis en avant. Voilà, j'ai par ailleurs appris du coup que tu avais été vice-président puis président par intérim. Donc l'idée c'était de savoir ce que c'est et puis tu nous parles un peu de cette aventure dont tu as pris part. Ouais. Alors en gros, à la base, l'idée de la guilde des vidéastes, c'est un truc qui a été porté par des youtubeurs. Ça remonte à il y a plusieurs années. L'idée c'était de dire, en fait, en tant que youtubeur, il faudrait qu'on ait un genre de syndicat. Je suis pas fan du terme syndicat, mais plutôt un regroupement d'intérêts sous la forme d'une association, etc., qui permettrait de défendre les créateurs de contenu sur Internet, parce qu'en gros, tous les métiers ont plus ou moins des trucs comme ça. Tu sais, t'as la corporation, des bouchers, des machins, des trucs, et l'idée, d'où la guilde, au Moyen-Âge, c'était les guildes d'artisans de machins. C'était un peu en ref à ça. T'as la guilde des auteurs, qui existe en France, je crois aussi. Je sais que ça existe aux US, mais je sais pas si ça existe en France. Donc des gens qui ont les mêmes métiers, qui se regroupent ensemble pour parler du milieu, pour essayer de faire bouger les choses, etc. Et l'idée de base du truc, c'était vraiment, le leitmotiv, c'était aider les vidéastes à se professionnaliser et apprendre à vivre de leur métier, etc. Et quand le truc a émergé, je me suis assez rapidement intéressé à l'idée, d'abord en tant que simple membre, et puis je suis devenu de fil en aiguille un vice-président, parce qu'il y avait besoin d'avoir des vidéastes pour représenter la structure, parce que le problème, c'est qu'il y avait surtout des petits créateurs qui venaient, qui débutaient. Une des principales activités de la structure, c'était l'aide juridique, qui était un truc qui était vraiment formidable, qui était géré par Roxane Tirbas, qui est juriste spécialisée dans le milieu des vidéastes, etc. Et elle aidait vraiment les mecs à, OK, quel statut choisir? Est-ce que le contrat que m'a proposé ce partenaire est bon, ou en fait, s'il essaie de m'enfler? J'ai une question juridique. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait tel type de contrat, etc. Donc, elle faisait ce qu'on appelait la permanence juridique. Donc ça, c'était le premier pilier du truc. Et le deuxième pilier, c'était faire évoluer la législation autour du métier de vidéaste, avec notamment l'idée de reproduire ce qu'est CNC Talent, mais à l'échelle régionale. Parce qu'il faut savoir que les aides publiques en France, ça ne peut pas couvrir plus de 50% du budget d'un projet. Et plus tu peux en choper à droite à gauche, mieux c'est. Et donc, le truc a avancé sur ces deux tableaux. J'ai jamais été un membre actif du truc. J'ai accepté le titre de vice-président uniquement pour être, entre guillemets, une des têtes d'affiche du truc. Comme je disais, moi, si c'est juste pour les petits fours, ça va, je veux bien. Et en fait, malheureusement, le truc fonctionnait grâce à des subventions publiques et des subventions privées aussi, donc ce qu'on appelle du mécénat, c'est-à-dire des entreprises, il y avait YouTube notamment, qui donnaient de l'argent pour que la structure puisse exister. Mais il y a eu des gros problèmes de budget dans la structure, parce qu'elle employait à temps plein 2 personnes. Tous les autres étaient purement bénévoles. Et ces 2 personnes, du coup, représentaient une charge pour la structure. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus assez d'argent pour les payer, elles. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est cassé la gueule et que ça a fini en liquidation judiciaire. Parce qu'en fait, les budgets étaient mal gérés. Et surtout, il y a des subventions qui étaient censées tomber, soit qui ne sont pas tombées parce qu'elles n'ont pas été renouvelées, soit qui sont devenues moindres. Genre, ça devait être 40 000, c'est devenu 20 000. Et du coup, le truc a périclité. Et si j'ai été président par intérim, c'est parce que quand ça a commencé à tout se casser la gueule dans tous les sens, parce qu'il y avait rien qu'allait financièrement, le modèle tenait pas. Oui. En fait, quasi tout le bureau a démissionné. Ah oui. Et du coup, en tant que vice-président, je suis devenu président par intérim, vu que le président aussi était parti, tout simplement. Et du coup, il fallait gérer cette période absolument abominable, affreuse. Et j'en ai eu la boule au ventre. Qui est la liquidation judiciaire, où tu dois remplir de la paperasse administrative, mais surtout gérer des trucs avec des tribunaux de commerce, avec un liquidateur judiciaire, un mandataire judiciaire. Donc c'est quelqu'un qui est lié au tribunal, qui est chargé de liquider la structure. Donc ça a été très compliqué. Alors j'ai pas porté le truc à 100% sur mes épaules. Moi, j'étais là purement symboliquement. Et surtout, j'étais le mec qui devait signer les papiers parce que j'étais l'autorité officielle. Et du coup, j'ai donné aussi des mandats à ceux qui étaient restés pour qu'ils puissent signer en mon nom les trucs, pour que les choses puissent se faire et que l'aventure puisse se terminer le moins douloureusement possible. Mais ça a été très dur pour beaucoup de gens.
Et moi, en parallèle de ça, j'étais pris par... En fait, c'était pile poil au moment où j'avais tout le studio, les travaux, les machins. Oui. J'avais la tête dans ma levée de fonds, dans mes financements. Donc, j'avais ma propre société qui était en train d'émerger et de se faire. Et de l'autre côté, ce truc-là qui s'effondrait et dans lequel j'avais jamais vraiment eu le nez avant. Ouais. En fait, je suis vraiment arrivé quand ça périclitait, quoi. Okay. De manière, entre guillemets, active, quoi. Et c'est dommage. Après, je sais qu'il y aura peut-être des initiatives qui vont se refaire pour refaire la même chose, mais peut-être avec une gestion qui est pensée différemment. Mais voilà, petite parenthèse sur ce qu'a été la guilde des vidéastes. L'idée, c'était d'aider les créateurs de contenu à se professionnaliser du mieux qu'ils pouvaient. Après, le problème que tu avais aussi, donc là, c'est du commentaire un peu plus perso, c'est que ça reste un métier qui est très solitaire. Et en fait, tu avais beaucoup de... Le problème qu'on avait, c'est qu'on avait beaucoup de petits qui, en plus, payaient des cotisations qui n'étaient pas très chères, donc qui ne permettaient pas d'assurer un bon financement de la durée. Et en fait, les goros, il n'y en avait pas tant que ça. Des gens qui avaient plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, qui adhéraient au truc et qui soutenaient le truc de manière active. Donc, ils avaient leur propre conseiller, peut-être? Ouais, en fait, où ils géraient un peu comme on fait maintenant, c'est-à-dire de manière purement entrepreneuriale. C'est des chefs d'entreprise, ils ont leur propre cabinet comptable, leur propre machin, leur propre truc, leur propre bidule machin chouette. Et c'est sûr que les petits entrepreneurs dans leur coin, ils n'avaient pas ça. Donc voilà, mais je crois que Squeezie a un truc dans son coin qu'il a essayé de lancer. Et dans tous les cas, s'il y a matière à et intérêt, d'une manière générale, les choses ont tendance à émerger naturellement. Il faut juste que quelqu'un porte le projet. En tout cas, moi, je sais que dès que tu commences à t'associer avec d'autres gens, c'est galère. C'est très galère. Surtout si c'est pas un truc où tu es investi à titre personnel vraiment fortement, quoi. Ok. Voilà. Ok. Bon, finalement, c'est plutôt louable d'être resté jusqu'au bout. Mais c'était un projet assez intéressant. J'espère effectivement il y aura des relances ou une façon de le faire parce que c'est vrai que je pense que pour effectivement les petits youtubeurs, c'est pas mal parce que vite fait de te faire prendre dans des pièges. Ouais. Bah c'était vraiment l'idée du truc et en fait ça permettait vraiment de faire d'être un interlocuteur pour les administrations et pour les boîtes privées. Genre, par exemple, YouTube, quand ils avaient des questions qu'ils voulaient poser aux vidéastes, ils les posaient à la guilde des vidéastes. Et nous, on faisait notre popote dans notre coin et on leur faisait un rapport. Et ça, c'est un truc que j'aimais pas, mais malheureusement, c'était le jeu. Il y avait tout un système institutionnel où tu vas dans les réunions, où tu fais les dossiers de 300 pages, les machins et bidules. Ça, j'étais incapable de le faire. Je touchais pas à ça. Mais c'était un gros boulot. Ouais. C'est de la politique. Vraiment, c'est un boulot, c'était de la politique. Et flemme. Moi, c'est dictature ou rien. Okay. C'est pas le temps, j'ai pas le temps. D'où le fait que tu es chef de ta propre entreprise. C'est ça, c'est beaucoup plus simple. Ceci dit, ça a dû t'apporter beaucoup de connaissances pour ensuite ton propre projet, etc. Enfin, en tout cas, de l'expérience. Bah, en tout cas, je sais dans quoi tu mets les doigts si tu commences à te casser la gueule fortement et que tu gères mal les choses. Ça, c'est sûr. Et après, ça te permet aussi de voir, ok, bah, quand une entreprise elle est finie, effectivement, ça se passe comme ça. Ça va au tribunal, il y a des trucs, il y a des bidules. Après, le fait que ça aille au tribunal, c'est parce qu'il y avait des employés, des gens qui n'étaient pas rémunérés depuis des mois, des conneries comme ça, quoi. Donc, chaud. Mais, okay. Donc, nous, on n'a pas d'employés, donc a priori, on peut aller. Eh bien, merci pour cet éclaircissement. On va passer au prochain thème qui sera, ça y est, le thème, on va rentrer en profondeur dans la chose, même si on était déjà pas mal en profondeur avant. On va rentrer sur le thème du studio et on va causer mon premier sujet de quelque chose qui est quand même assez fondamental à l'existence du studio, ça va être les actionnaires. Ouais. Donc, globalement, c'est qui sont-ils ? Alors, qui sont-ils ? On peut le savoir via Internet, etc. C'est des informations qui sont publiques. Effectivement, mais ça peut paraître un peu flou. Et puis, c'est pas toujours hyper, voilà, c'est un tel, etc. Mais plus concrètement, qui sont-ils dans l'entreprise ? Quel rôle, quelle relation il y a ? Comment ça se passe dans la gestion d'administration ? Comment ça se passe avec eux ? Ok. Donc, je rentre pas dans le détail de qui ils sont, ça, on s'en fout. Bon, tu peux les présenter si tu veux aussi. Bah, ça peut être marrant parce que les profils sont très variés. La plupart des investisseurs, c'est des gens connus grâce au réseau, notamment le réseau de Majid, et c'est pas forcément des gens qui sont dans le milieu de la création de YouTube, etc. Il y a un de mes investisseurs qui s'appelle Cyril, c'est un ancien du BTP. Et juste, il a vu que son gamin était toujours sur Twitch, que les trucs que je faisais, ça avait l'air intéressant, aussi parce que c'était un très, très bon ami de Majid et qui m'a présenté sous le meilleur des jours qui puisse être. Et il a dit, bah vas-y, Banco, je signe. Ça a été un des premiers mecs à signer. Et après, on a... Donc ça, c'est un peu le profil un peu de base. On a un fan qui est sur le Discord aussi, mais qui est assez discret, qui s'appelle Herman. Et lui, en fait, c'est un mec qui a créé un logiciel qui s'appelle Supercopier, et son successeur qui s'appelle Ultracopier. En fait, c'est un logiciel qui permet de faire du copier-coller de masse, et c'est très utilisé dans l'industrie notamment. Parce que le copier-coller Windows, quand tu as des terras et des terras, ça marche pas bien. Et lui, il a codé une solution qui permet de faire ça.
C'est comme ça qu'il a fait fortune en vendant du support sur ce sujet-là. Et là, il a des data centers en Bolivie. D'accord. Un truc très what the fuck. Et c'est un mec hyper smart, très très branché technologie. Et lui, il a signé, pareil, un petit bifton de 50 000, si je dis pas de bêtises. Okay. Et c'est marrant parce que c'était un mec qui donnait sur les crowdfunding depuis le début aussi, mais qui se manifestait pas particulièrement. Et en fait, c'est quand il a vu que c'est ce genre de mec qui met du 1000 balles sur les trucs Andrew Bennett. Ah oui, d'accord. Ça faisait partie de cette catégorie. Ouais, c'est ce genre de mec. Et c'était marrant de discuter avec lui parce que lui, la valeur, un peu comme un fan en fait. Pour lui, la valeur, c'était l'histoire, la propriété intellectuelle, les trucs. Limite, le reste, c'était pas trop grave. Mais il faut vraiment qu'Andrew Bennett, ça soit secure, que ce soit à vous, machin. Il voyait vraiment le truc comme un potentiel Disney-ique, tu vois. Vraiment un mec super intéressant. On a un mec qui est un patron de studio d'animation, mais qui n'est pas Majid, qui lui investit pas via son studio d'animation, mais en nom propre. On a un ami de Kevin qui est développeur, qui nous a confié une partie de ses économies parce qu'il a fait des calculs et il s'est rendu compte que c'était potentiellement plus rentable qu'un livret A, basiquement. L'opération. Voilà. Et on le bouquet, non, j'investis. Qui en a d'autres. Et on a un mec qui nous a aidé un peu dans le processus de levée de fonds, qui lui a mis un petit billet de quelques milliers d'euros. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait quand même, donc c'était assez sympa. Okay. Et j'ai peur d'en oublier. Non, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc je crois qu'il y a 5 ou 6 investisseurs. Alors, le gros de leur rôle est dormant. C'est-à-dire, en investisseur, il y a aussi moi et Kevin, bien sûr, par extension. On est les deux, ce qu'on appelle les cofondateurs. Donc, c'est ceux qui ont créé la boîte. Les investisseurs historiques, c'est les premiers à avoir rejoint. C'était notamment Majid et son associé Mathieu, qui sont venus ensemble sur le projet. Et qui nous ont aidés ensuite à aller faire venir les autres investisseurs dans la structure. Ils ont un rôle, comme je disais, principalement économique, c'est-à-dire que c'est eux qui ont financé le projet et ces investisseurs qui sont plutôt dormants. C'est-à-dire qu'à moi que j'ai besoin d'un conseil, ce qui arrive plutôt avec ceux qui ont des profils créatifs, donc par exemple les patrons de studios d'animation, etc., eux, effectivement, je vais souvent échanger avec eux sur ces sujets-là parce que ça leur parle. Les autres, à part des conseils random de boîte, ils ne pourront pas m'aider parce que ce n'est pas les métiers qu'ils maîtrisent et parfois, ils n'ont même pas, eux, la volonté d'aider, c'est juste qu'ils ont placé de l'argent. Par contre, j'ai quand même un devoir de transparence vis-à-vis d'eux, de les tenir informés. Genre là, je vous disais tout à l'heure en off, on en reparlera peut-être, de toute façon j'en ai parlé en vidéo, que la situation économique était compliquée. Ils ont reçu un rapport détaillé qui explique pourquoi elle est compliquée. Et eux, ils ont les chiffres, les petits tableurs Excel, les courbes, ça pue dans tant de mois, à telle date ça pue, mais là ça pue pas. Parce que ces gens ont un grand pouvoir aussi, c'est celui de remettre de l'argent. Si vraiment je ne veux y arriver qu'en cas d'extrême nécessité, mais la plupart des investisseurs ils préfèrent remettre au pot que de voir leur investissement s'effondrer en fait. Donc ça c'est une cartouche qu'on peut tirer, que j'aimerais tirer le plus tard possible, voire pas la tirer du tout. Ouais. Mais elle existe. Et après il y a ce qu'on appelle plus ou moins un comité de pilotage stratégique, c'est-à-dire que quand il y a des vrais sujets, vraiment de l'entreprise, un sujet d'entreprise c'est pas les épisodes d'Ellington au quotidien, c'est pas la prod. Le sujet d'entreprise c'est ok, va falloir peut-être qu'on change de local, ok, il faut qu'on change de cabinet comptable. Ok, il faut qu'on réfléchisse à une typologie de contrat pour quand on achète des œuvres à droite à gauche. Tu vois, c'est vraiment des sujets un peu plus larges. C'est ok, la boîte dans 5 ans, elle est où? Ok, ça, c'est pas rentable. Est-ce qu'on ne laisse pas juste tomber? Tu vois, ça, c'est des vrais sujets de pilotage. Et puis voilà, mais sinon, je suis le seigneur et maître des mers sur pas mal d'aspects parce que je suis ce qu'on appelle majoritaire. J'ai plus de 50% des actions de la société. Et en fait, pour expliquer aux gens qui ne savent pas trop comment ça marche, quand tu fais une levée de fonds, tu dis que ton entreprise, elle est valorisée à un certain montant. Cette valeur, c'est pas mal du doigt mouillé, mais c'est aussi basé sur des trucs concrets. Mais en l'occurrence, dans les startups, c'est beaucoup du doigt mouillé. Et en fait, c'est juste, est-ce que les investisseurs acceptent ou pas? Nous, on a fait un truc que beaucoup d'entreprises type startup font, c'est on est valorisé à 1 million d'euros. On vaut 1 million d'euros. Énormément de startups font ça. C'est un peu le plan de départ. Ça veut dire que si tu veux 10% d'entreprise, tu dois donner 10% d'1 million d'euros. Donc 100 000 euros. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, le pouvoir décisionnel au sein du conseil d'administration est au prorata de ton pourcentage, qui est en fait un nombre d'actions que tu possèdes dans la société. Et vu que moi, j'ai plus de la moitié des actions disponibles, c'est moi qui ai, entre guillemets, les pleins pouvoirs dans le conseil d'administration, sous réserve que ça n'enfreigne pas un autre document qui, lui, est confidentiel, qu'on appelle le pacte d'associés. Donc ça, c'est pas un truc qui est déposé au greffe, c'est les règles entre les investisseurs qu'ils ont définies entre nous et que je vous détaillerai pas ici. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est important que les gens comprennent, parce que ça, c'est une nuance. Voilà, c'est que l'argent qui est
qui a été mis par les investisseurs, c'est le capital, mais c'est pas de l'argent qui est utilisé. C'est une base pour pouvoir utiliser d'autres argents. Alors si, c'est l'argent qui est utilisé, c'est de la liquidité. Ah ouais, bien sûr. C'est la liquidité de l'entreprise. Il finance le projet. J'avais cru comprendre que c'était pour définir les actions, mais que c'était pas de l'argent qui... Si, c'est littéralement des vrais sous. Oui, en fait, oui, des vrais sous, mais je veux dire qui étaient justement coffrés pour pouvoir définir les actions, mais pas qui servaient... Non, c'est de la trésorerie pour l'entreprise, basiquement. En fait, en gros, si tu veux, une action, c'est comme un objet. Tu possèdes ce livre. Bravo, c'est une action. Et en fait, une action, ça a une valeur qui va évoluer au fil du temps et que tu peux racheter, revendre, etc. Donc, c'est comme si c'est comme si chaque action était une feuille de papier et un mec qui a donné, par exemple, je dis n'importe quoi, 50 000 €, il a reçu 13 000 actions, donc 13 000 feuilles de papier. Ouais. Et après, lui, ces feuilles de papier, il peut les revendre. Son intérêt, c'est de les revendre plus cher que le prix où il les a achetées. Et en fait, mécaniquement, quand une entreprise est en croissance, c'est un peu compliqué pour l'instant, mais elle a quand même du résultat derrière elle a quand même produit des trucs. Donc, en théorie, mécaniquement, une entreprise, sa valeur, et donc la valeur de ses actions va augmenter dans la durée. Okay. Et donc, il y a deux types de rémunération pour un investisseur, parce qu'il faut bien qu'ils aient un intérêt à mettre de l'argent derrière. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire revendre les petits bouts de papier à d'autres gens. Et c'est là où le pacte d'associés va entrer en ligne de compte. Le pacte d'associés, les règles entre nous, c'est à qui tu as le droit de revendre et dans quel ordre. Pour éviter, par exemple, que tu ailles revendre à des Chinois, Superflame Studio, ce qui pourrait arriver hypothétiquement, tu vois. En théorie, tu dois le vendre plutôt à des gens déjà proches de la boîte, par exemple, ou déjà actionnaires. Et tu as aussi ce qu'on appelle les dividendes. Vous entendez souvent ce terme dans les médias à droite à gauche. Et en fait, les dividendes, c'est quoi? C'est quand le résultat de l'entreprise en fin d'année est positif, c'est-à-dire qu'elle a généré plus de cash qu'elle en a dépensé. Le conseil d'administration, en l'occurrence le président, vu que je suis majoritaire, peut décider de redistribuer sous forme de dividendes les bénéfices. Et en fait, cette distribution, elle se fait au pourcentage départ. Tu as si j'émets 100 000 € de dividendes et que tu as 30% départ, tu récupéreras 30% de 100 000 €, 30 000 €. Okay. C'est comme ça que ça marche. En gros, c'est à ça que ça sert les dividendes. Tout l'excédentaire entre guillemets en fin d'année est forcément en dividende. Pas obligé. Oui. Non, ça se définit comme on peut très bien dire que c'est du réinvestissement. Ouais. Après, des fois, c'est du calcul comptable. Des fois, c'est plus intéressant de quand même verser en dividende que de les garder parce que tu as l'impôt sur les sociétés qui passe et qui peut faire plus mal que de la dividende. Okay. Donc, d'accord. Voilà. Ah bah, super intéressant. Économique discussion, mais épique discussion, j'ai envie de dire. Mais voilà. Bon, maintenant, ça va être une question plus dédiée aux personnes qui travaillent donc, avec toi. Donc, on a même fait un petit générique avec tout le nom des gens. Donc, ça a commencé par Yue, Captain Lem, Nail, Rémi Pauvert, Gaël Barbans, Majid, des freelances aussi, donc les youtubeurs dont tu as parlé, Bastille, Balo, des stagiaires aussi. Tu as aussi travaillé donc, avec Sunlight, et puis Jeff. Donc, concrètement, aujourd'hui, parce que ça fait pas mal de monde qui sont passés, qui travaille dans l'entreprise et qui fait quoi? Ok, alors à l'heure actuelle et pour l'instant, dans l'entreprise, il n'y a pas d'employé. Donc employé, c'est-à-dire il n'y a personne qui est en contrat type CDI ou quoi. Moi, je suis ce qu'on appelle dirigeant. Non, je suis travailleur non salarié. Avant, j'étais dirigeant assimilé salarié. Ceux qui s'y connaissent en administratif sauront qu'en gros, c'est un patron, mais qui est quand même considéré comme un salarié. Mais ça, les charges là-dessus, elles sont monstrueuses. Et du coup, on a fait comme beaucoup de chefs d'entreprise, en fait, on est travailleurs non salariés, Kevin et moi. Ensuite, il y a Gaël qui est en freelance. Et à l'heure actuelle, en personne qui travaille de manière régulière avec nous, c'est tout. Les autres gens ont été là sur des besoins qui étaient ponctuels, pour des missions qui étaient cadrées. J'ai besoin de telle illustration, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et on a eu aussi, dans le cas de Nail, lui, il était ce qu'on appelle, comment ça s'appelle ? Directeur artistique. Non, oui, il nous a fait de la DA, mais il était intermittent du spectacle. Donc ça, c'était son statut. Et du coup, nous, vu qu'on ne peut pas employer des intermittents du spectacle, il faut être une entreprise d'audiovisuel. Il a été employé par une autre entreprise. Et nous, on payait cette autre entreprise pour obtenir son travail en retour. En gros, les compétences auxquelles on fait appel, c'est des compétences qu'on n'a pas en interne, d'une manière générale. Donc typiquement, tout ce qui est production d'illustration. Ou dans le cas de Bastis, c'est les designs à droite à gauche. Et après, ça pop selon les besoins, quoi. Voilà. Et on a eu aussi, je vais leur faire une petite dédicace, mes potos John Thomas et Pascal, qui ont fait tous les designs pour le jeu vidéo des différents personnages, qui bossaient du coup à l'étage. Et là, pareil, eux aussi, en tant qu'intermittents, étaient employés par In The Box. Et en fait, In The Box nous refacturait le résultat de ce qu'ils avaient fait en se prenant une petite com. Voilà. Ok. Et au niveau des illustrations de Tellington, on voit pas mal de noms dans les crédits qui se profilent.
tu retravailles généralement avec les mêmes personnes ou c'est selon... parce que dans les noms qui revenaient souvent, il me semble qu'il y avait Victor Canton. Ouais. C'est une fille, j'ai oublié son nom malheureusement. Victor Canton, c'est Florian et son pseudo c'est Zaël. Florian Bordereau qui nous a fait Talion. Et en fait, c'est en différents trucs. La plupart, c'était juste pour tester, ok, c'est quoi leur patte graphique et tout. Et après, naturellement, t'en as chez qui tu trouves que ça fit mieux et chez d'autres, ça fit un peu moins. Et après, c'est surtout en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Parce que des fois, tu vas en contacter, ils disent, non, en fait, je suis en train de travailler pour un studio d'animation ou pour autre, etc. Souvent, ces métiers-là, c'est des gens qui sont sur des missions assez longues. Donc, soit tu arrives entre deux missions, soit ils te prennent en dehors des heures de taf. Et après, tout simplement, c'est qu'on n'est pas d'accord sur les tarifs des fois. Tout simplement. Donc, si ça colle à ce que j'aime, en général, j'ai tendance à reprendre les personnes avec lesquelles j'ai déjà taffé sur un sujet donné, si elles sont disposées à le faire, quoi. Ok. Et ok. Et donc, du coup, prochaine question. On a parlé du socle, on a parlé de l'après-socle. Maintenant, on va parler du fond. Donc, niveau économique, tu as déjà abordé la question donc, dans la keynote de juillet. On va pas... ressasser tout ça, sachant que j'avais préparé la question avant la keynote et depuis il y a eu la mise à jour. Donc concrètement, pour refaire un point là-dessus, sur la prochaine année économique du studio, sur les prochains semestres, etc., c'est quoi qui est attendu, c'est quoi les éventuelles solutions qui vont être mises déjà en place, etc., et comment vous portez sur ce sujet. Du coup, pour recontextualiser un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, donc là, on est en perte sèche depuis plusieurs mois. Donc on a tirer la sonnette d'alarme auprès du conseil d'administration en mode bon les gars, je perds du fric tous les mois et dans X mois on est mort. Et en fait là l'idée c'est pendant ce temps-là, et ça c'est cool quand tu as des manettes en tant que chef d'entreprise, tu peux les actionner les manettes. Et il y a plusieurs choses, c'est donc la réduction des coûts comme je te le disais. Donc là hypothétiquement changer de local parce que c'est un de nos plus gros postes de dépenses, les locaux, vous avez vu c'est très grand et au final on n'occupe pas comme on aurait voulu la quasi-totalité de l'espace. Il y avait un monde où il y avait plein d'artistes qui bossent pour moi là-dedans mais c'est pas tout de suite. Ça passe par arrêter tous les petits abonnements à la con à droite à gauche qu'on n'utilise pas assez. Ça passe par changer les sociétés qui bossent pour nous. Typiquement, on a fait des économies en changeant de cabinet comptable, etc. Donc ça, voilà, c'est couper les dépenses. Même moi, je me paye beaucoup moins. Genre le strict minimum pour rembourser mes crédits et manger et m'héberger et c'est tout. Et il y a aussi donc augmenter le chiffre d'affaires, basiquement. Donc ça passe par plusieurs sujets. Le premier et le principal, c'est qu'est-ce qu'on a qui existe déjà et qui rapporte déjà de l'argent? Tellington. Donc, c'est faire croître le chiffre d'affaires de Tellington. Ça passe notamment par ce qu'on appelle de l'acquisition client. Donc, c'est choper des nouveaux clients sur Tellington. C'est pour ça qu'on a lancé ce qu'on appelle des campagnes de publicité via Facebook Ads. Donc, en gros, donc c'est à régime méta. Donc, en vrai, tu as des pubs qui sont sur Insta et sur Facebook et qui ont pour but de faire venir des gens sur la plateforme. Je peux rentrer un petit peu dans le détail sur comment ça marche. Parce qu'en gros, tu mets un budget et après, Facebook va se démerder pour dépenser ton budget et essayer de choper des gens pour le moins cher possible, même si ce n'est pas toujours très, très vrai. Et en gros, tu as ce qu'on appelle un coût d'acquisition. C'est combien ça te coûte de faire venir un nouvel abonné à Tellington. Et après, moi, je fais des calculs. En moyenne, un abonné à Tellington, il rapporte X euros. Donc là, c'était rentable de faire des pubs. Là, c'était pas rentable, etc. Donc voilà, typiquement, plus d'argent dans Tellington. Il y a aussi gagner plus d'argent avec mes œuvres hors Tellington. Donc typiquement, c'est un truc que j'ai abordé en keynote. On va très potentiellement là, signer un contrat avec un provider qui te permet d'être diffusé sur Audible et même sur d'autres plateformes de ce type-là pour faire de la vente à l'unité auprès, entre guillemets, du grand public, voir si ça prend ou ça prend pas. Après, clairement, si ça demande un effort de com alors qu'on espère de la vente organique naturelle, on n'ira pas à fond là-dessus du tout. La priorité, ça reste bien entendu l'existant, Tellington, etc. Et il y a ensuite les deux gros leviers monétaires qu'on a. Le premier, c'est les figurines. Typiquement, le projet Lumine avec la petite poupette que vous voyez juste là, ça a super bien marché. Elle coûte un peu cher à l'unité, mais le fait est que ça permet de vendre quand même quelques centaines d'unités et les fans hardcore sont contents. Après, à nous de faire le truc le plus quali possible. Donc ça, c'est potentiellement d'un coup une grosse rentrée de trésorerie, mais il faut faire gaffe parce que justement, c'est juste d'un coup. C'est pas un revenu régulier. Donc ça peut être un pansement pendant quelques mois et après, il faut refaire une figurine et prier pour qu'il y ait autant de gens qui l'achètent et c'est jamais sûr ça. Mais c'est un projet qui est dans les cartons avec notamment une figurine Andrew Bennett qui est en préparation. En l'occurrence, ça serait plutôt des bustes, donc des hauts de corps pour avoir un peu plus de détails dans le visage, etc. Et on est en train de penser un peu l'ADA de ces figurines
avec peut-être des trucs un peu anguleux. Enfin voilà, on réfléchit à trouver un truc un peu stylé. On vous montrera sans doute sur Discord ou dans les keynotes à droite à gauche. Et il y a mon fameux projet que j'ai déjà commencé à vous pitcher de light novel. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de faire ce qui a toujours marché historiquement, c'est vendre des histoires, et en l'occurrence en format audio. Et en fait, c'est plus ou moins reproduire ce qui a été le cas avec les démons du Go, mais cette fois-ci, sortir à un rythme assez élevé. Je sais que je peux le faire, il faut que je fasse gaffe à ma santé psychologique et que j'anticipe suffisamment le truc. Sortir très régulièrement des opus d'une seule et même grande œuvre pour pas avoir à réinventer la roue à chaque fois non plus. Un peu, entre guillemets, mon Naruto, mon One Piece, mon Game of Thrones à moi, dans mon univers, avec des nouveaux personnages, pour que des gens qui connaissent pas déjà puissent découvrir l'univers, se plonger dedans, et aussi que les fans kiffent quand même, parce que, ah putain, c'est des jeunes, et lui, en fait, c'est un Dokipa, mais il a 16 ans, etc., des trucs comme ça, tu vois. C'est un peu ça, mes pistes de réflexion. Là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du séquençage, donc j'ai vraiment, un peu comme quand tu écris un scénario, j'ai mis scène 1, il se passe ça, scène 2, il se passe ça, scène 3, il se passe ça. J'en ai lu certains passages en live pour voir un peu les réactions. Et le but de ça, c'est de proposer, pareil, une formule d'abonnement, où tu t'abonnes soit au truc un peu minimaliste, où tu reçois littéralement que l'audio. Donc tous les mois, tu as quasiment 1h30 de contenu dans tes oreilles en plus pour un certain montant. Et après, tu as le pack un peu max où tu reçois aussi les versions papier chez toi dans ta boîte aux lettres, qui sera plus cher nécessairement parce qu'en fait, là où avec le numérique, tu as des économies d'échelle de ouf, parce qu'en fait, tu fais le truc une fois et tu le vends autant de fois que tu veux. Un bouquin, ça coûte de l'argent à imprimer, puis ça coûte aussi de l'argent à envoyer. Donc dans tous les cas, à minima, il faut que je rajoute le coût de fabrication et d'expédition du livre, plus le coût de l'emballer, et potentiellement un petit coût aussi pour amortir les frais d'illustrateur, parce que l'idée, ce serait potentiellement avoir des illustrations dans le bouquin en plus de la couverture. Donc là, c'est du boulot, et j'ai commencé à faire mes petits tableurs Excel pour dire, si on en vend 100, on n'est pas rentable, si on en vend 150, on commence à gagner de l'argent, si on en vend 250, on est très bon et c'est génial. Donc, on va tester le truc. Et là, ce que j'ai déjà dit un petit peu en live, mais que je n'ai pas encore annoncé globalement, c'est qu'on va très probablement quand même partir sur un tome 1. Si ça marche, tant mieux. Puis si ça ne marche pas, tant pis. Ceux qui se seront abonnés, on cancellera l'abonnement, puis il n'y aura eu qu'un seul tome. Et ça vivra peut-être autrement, sous une autre manière. Et puis, ceux qui auront pris un abonnement annuel, ils seront remboursés au prorata de ce qu'ils n'auront pas eu, quoi. Et voilà. Et sinon, après, des petits trucs un petit peu bateau que je commence déjà à faire, c'est de la voix off à droite à gauche. J'ai la chance de pouvoir vendre moi qui parle dans un micro en lisant des textes. Donc ça, je le fais. J'aime pas le faire, sauf quand c'est pour des potes et que ça me fait plaisir et que j'ai un peu la liberté d'improviser. Mais au moins, ça, le temps investi par rapport au gain est intéressant. Okay. Donc voilà. Et puis sinon, je vais sortir, ça tombe, une autre idée de mon chapeau si ça pop. Et en termes d'entrée d'argent, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, il y avait du coup l'idée de studio audio et le studio fond vert. C'est ça. D'ailleurs, il y avait une story, je crois, d'une dame qui était venue ici en Russie. Oui, tout à fait. Maintenant, en l'occurrence, c'était une amie à moi qui est une association qui vient en aide aux enfants en situation de handicap. Et en fait, elle a voulu faire un petit reportage sur son activité. Et elle trouvait cool, et c'était une très bonne idée, que ce soit elle, la voix off de son propre reportage. Et du coup, en fait, je l'ai aidé à enregistrer. À la base, ça devait juste être tu te débrouilles dans ton coin et tu rec. Et en fait, je lui ai proposé de l'aider. Je l'ai un peu coaché sur comment poser sa voix sur le texte pour que ça sonne bien, pour qu'il y ait les bonnes émotions, etc. Parce que devant un micro, les gens ne sont pas forcément très à l'aise et c'est normal, on n'est pas forcément entraîné à ça. Pareil devant une caméra d'ailleurs. Et voilà. Et il y a aussi potentiellement l'autre truc qu'on explore, c'est louer le studio à nu et les gens se démerdent. Et on a aussi le studio fond vert sur lequel on essaie de faire la même chose, mais pour l'instant, ça fait pas trop mouche, quoi. Il y a pas l'air d'avoir de marché pour ça en tout cas spécifiquement, sachant que, comme je vous le disais en off, les pertes d'argent sont telles, le déficit plutôt est tel, que en fait, c'est pas des petites mesurettes de j'ai chopé 200 balles là qui vont nous aider. Ouais. C'est vraiment le truc où je rentre d'un coup plus de 1000 euros par mois, ou d'un coup 40 000 euros, ou etc. Tu vois. Mais on se trouve des solutions. Je suis assez confiant sur le fait. Et dans le pire des cas, en fait, je retourne au format de base qui est moi tout seul dans un petit appartement et je continuerai d'écrire parce qu'au final, c'est assez minimaliste ce qu'on fait. C'est moi qui écris, qui parle dans un micro, 2-3 bouts de mixage et après ça part. Donc ce qui est bien, c'est que le gros de Tellington est développé, la plateforme elle tourne, elle marche, elle fonctionne. Kevin a fait un taf de psychopathe
pour que ça marche. Bon, il y a encore un peu des petits bugs. mais globalement, on possède Superflame Studio et ça a énormément de valeur. Beaucoup d'entreprises aimeraient bien avoir ça. Superflame Studio possède un Netflix à lui. Et ça, technologiquement, c'est un truc de psychopathe. Hein. Ce qui a été développé, ce qui a été fait par un mec tout seul. Hein. Kevin, il a fait ça solo. On a beaucoup discuté avec des concurrents à nous, avec qui on échange régulièrement, qui eux avaient dû faire appel à des agences, qui ont fait appel à des agences, et t'avais des dizaines de mecs qui bossaient dans le truc pour sortir un truc qui était pas forcément à la hauteur de ce qu'ils voulaient eux, tu vois. Alors là où nous, c'est Kevin en full autodidacte, enfin pas autodidacte, mais en full autonomie, on va dire, et qui était drivé par moi. Ah, ça, c'est un truc que les gens savent peut-être pas, c'est peut-être une anecdote. Tous les designs d'interface, après la première passe faite par Bastille, c'est moi qui les ai fait. Typiquement, toute la version PC, c'est moi qui ai créé le design, etc. Et du coup, je me suis formé à Figma, qui est le logiciel qui permet de faire des interfaces. Et j'adore ça. Okay. Je vais faire des interfaces. Tout à l'heure, quand tu as parlé justement de Bastille, je me demandais qui avait fait du coup celle du PC, mais donc... C'est moi. Okay. C'est moi, chez moi. Finalement, sont assez proches de... Bah, je vous montrerai après, si vous voulez, on ira dans la salle, je vous montrerai mes Figma de comment je travaille sur ces trucs. Et ce petit message sur Jeff, ça fait penser à envoyer plein d'amour à Jeff par rapport à ce gros boulot et le fait que c'est aussi pas mal réactif. Ouais. Il a fait énormément de taf. Il a une période un peu compliquée perso ces derniers temps. On en parlera publiquement quand tout sera bien réglé des différents côtés. Mais il en a pas mal bavé, ouais. Donc on lui envoie plein de force, plein de gros bisous. N'hésitez pas à faire coucou Jeff dans le chat. Voilà. Ça lui fera très plaisir. Et dans le... Joyeux amour à Jeff. Voilà. Et dans les commentaires aussi. Ok. Ensuite. C'est à moi. Donc, on parle des chiffres. Ouais. 6 millions. Ça pourrait gagner ça chaque mois. J'aimerais bien. Ah, punaise. Là, je ferais des films. Non, du coup, au début, donc, les bêta-testeurs, donc les early access, avaient une réduction de prix par rapport à ceux qui arrivaient après. Et donc, au final, dû à la situation économique, même ceux-là ont dû avoir une augmentation des tarifs. Donc, est-ce que c'est parce que, justement, il n'y a pas eu tant de nouvelles abonnés que ça? Ou est-ce que... C'est exactement ça. En fait, et c'est le problème de la boîte, c'est qu'on est vraiment une entreprise à fanbase. Et dès que tu vas au-delà de la fanbase, ça coûte très cher d'aller chercher de nouvelles personnes. Et surtout, ils ne représentent pas la majorité de la population. En fait, quasiment je pense, un bon 60%, 70% des abonnés, donc 60 à 70% du chiffre d'affaires, c'est les gens qui sont là quasiment depuis le début ou qui font des allers-retours, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure. Et en fait, si on n'augmentait que les nouveaux, entre guillemets, on coulait la boîte encore plus vite. Donc c'était pas le bon plan là, ça a vraiment été une décision un peu crève-cœur qu'on a faite, mais c'était le plus simple pour re-respirer un petit peu. Sachant que contrairement à énormément d'autres entreprises, on n'avait pas augmenté nos tarifs depuis des années et personne ne fait ça. Personne ne fait ça parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a les factures courantes et tout, et normalement les entreprises, leur augmentation des coûts, elles les absorbent pas par elles-mêmes. Elles augmentent le prix chez le consommateur. C'est pour ça d'ailleurs que l'inflation s'entretient elle-même et que vous payez plus cher vos pâtes et qu'il y a moins de bouffe dans les paquets de biscuits, etc. C'est parce qu'en fait, vu que ça coûte plus cher côté entreprise, les entreprises, elles doivent trouver des feintes pour rééquilibrer leur compte, en fait. Et du coup, ça se solde par côté consommateur, soit une augmentation, soit ils se font un peu ken sur les quantités. Et en fait, c'est quand même une augmentation du prix parce qu'en fait, tu payes pareil, mais t'en as moins. Donc... Et est-ce que du coup, cette augmentation des abonnements, tu en avais parlé pour la première fois vers décembre, il me semble, avec décembre, et ça a pris de manière effective en avril? Ouais, ça a été acté en avril, ouais. Est-ce que du coup, dès décembre, tu avais une vue sur la situation économique qui commençait à aller mal, ou ça s'est arrivé plus tard? Qu'est-ce qui a motivé du coup à ce moment-là? Est-ce que du coup, tu as un peu tiré la sonnette d'alarme vers juillet? Ouais. Il y a eu un delta à ce moment-là. En fait... faut savoir que comme beaucoup de startups, en fait le problème c'est qu'on est une boîte hybride. Beaucoup de startups, parce que c'est le modèle, elles démarrent par plein d'argent et on essaie de faire un truc et on fait ce qu'on appelle du cash burn, c'est-à-dire on va dépenser et c'est pas grave d'être à perte. On dépense. Puis s'il faut on redemande aux investisseurs et puis etc. Et si ça marche pas, on coule, bon tant pis. Et si ça marche, victoire, on fait des millions. Et en fait c'est que moi au bout d'un moment, au début, on avait bien sûr l'approche de start-up parce qu'on se voyait que dans le scénario où ça marche et qu'on fait des millions. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était plus proche d'une petite PME, d'une entreprise à la papa. Et moi, j'ai pas forcément envie que ça coule. Après, comme je vous l'ai dit, si jamais ça arrive, pour vous, les consommateurs finaux, ça change quasi rien parce que je continuerai de produire quoi qu'il en coûte.
quitte à pas me payer correctement ou quoi. Mais le problème qui a émergé, c'était que non seulement on perdait de l'argent, mais les rentrées ne compensaient pas les pertes. Elles aggravaient la situation parce qu'on gagnait de moins en moins. On a vraiment eu une période où on gagnait. On va pas se mentir, c'était la première année et un peu la deuxième. Enfin, c'était vraiment les débuts de la boîte. Et au bout d'un moment, on a observé qu'en fait, en décembre, on avait des pics de psychopathes parce que tout le monde s'abonne en décembre pour écouter le calendrier, mais par contre se désabonne en janvier. On a vraiment des centaines de gens qui font ça, c'est un truc de malade. Et du coup, on se rendait compte que quand tu fais abstraction de ces pics-là et quand tu te poses vraiment sérieusement sur Excel et que tu tires les courbes, en fait, petit à petit, tous les jours, tu perds 1 ou 2 personnes, tous les jours. Et en fait, par mois, ça fait des dizaines, et par beaucoup de mois, ça fait des centaines. Et en fait, c'est pas assez comblé par les nouveaux entrants qui arrivent. Et en fait, comme on a vu que quand on a vraiment vu que le fossé commençait à se creuser, c'est dans les, je dirais 1 mois avant avril, donc mars, où on a dit en fait là, ça va puer. On est passé de c'est pas grave à ça va puer, en gros. Donc d'où le fait que vers décembre, il y avait, tu disais que ça allait potentiellement augmenter, mais que ça s'est arrivé qu'en avril, finalement, l'augmentation effective. Ouais. En fait, j'essaie toujours d'y aller progressivement plutôt que de dire au fait, j'augmente les tarifs, salut. Donc j'essaie d'y aller progressivement, je préviens, attention, ça pourrait arriver, machin. Ok. Donc du coup, par rapport à tous ces choix, justement, tu nous parlais de tableur Excel, tu nous parlais de Sheets, de tout ça. Donc au niveau des outils d'analyse, comment est-ce que, alors c'est une question plutôt précise, comment est-ce que vous avez développé par rapport à ça? Parce que dans l'ancienne interview, tu me parlais que tu faisais pas le pifomètre. Et entre-temps, il y a eu, c'est le terme, hein. Et entre-temps, il y a eu en tout cas du côté consommateur, il y a eu les jeux Google Forms qui sont arrivés entre autres. Ouais. Et puis il y a eu des sondages aussi sur Discord, etc. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez développé des outils plus poussés par rapport à la plateforme, par rapport à tout ça globalement? Je pourrais vous les montrer en off, mais pas en vidéo. Mais je peux vous montrer. En fait, on a un outil qui s'appelle Grafana. En fait, Grafana, c'est juste un outil qui permet de faire des courbes et des graphiques et tout. Et en fait, ça va piocher directement dans la base de données toutes les infos qu'on a par rapport à Tellington. Et vu que Kevin a développé Tellington pour que Tellington nous donne toutes les informations possibles, quitte à parfois donner trop d'infos, on arrive à avoir un peu une photographie des tendances générales avec le principal pour l'entreprise, les metrics en lien avec l'argent, donc les abonnés qui arrivent, qui partent, combien rapportaient les gens qui sont partis. Est-ce qu'ils sont partis trop tôt, entre guillemets, ou est-ce que c'est des fins de cycle? Et en fait, on se rend compte qu'en général, une fois que quelqu'un nous a rapporté, je dis n'importe quoi, par exemple 150 €, en fait, en général, après qu'elle ait rapporté 150 €, elle a tendance à partir. Mais elle aura rapporté 150 €. Voilà. Et du coup, on a toutes ces datas-là qui sont économiques, qui sont celles que je scrute vraiment en tant que chef d'entreprise. Et après, tu as celles que je scrute en tant que auteur, comédien, directeur des publications multicasquettes, qui sont plus les datas d'audience qu'on peut retrouver un peu sur YouTube à droite à gauche. C'est combien d'écoutes par épisode, quel pourcentage de gens regardent jusqu'à la fin, etc. Des petits trucs comme ça qui permettent de savoir c'est quoi les séries qui marchent, c'est quoi les séries qui ne marchent pas. Mais ça reste encore assez sommaire, mais ça fait plutôt bien le café et on se rend compte... Il y a plein de phénomènes statistiques assez intéressants. On a beaucoup de gens qui écoutent en boucle. Ah ouais. J'appelle ça le syndrome de Tellington. T'as vraiment des gens, et je pense que la plupart sont sur le Discord et ils se reconnaîtront, des mecs qui écoutent, mais t'en as, ils ont écouté genre 17 fois le calendrier, des trucs comme ça, quoi. Alors, à moins qu'on ait des petits bugs, c'est possible, mais a priori, il y a bien des gens qui écoutent en boucle. Et je pense qu'en fait, Tellington, il y a aussi une consommation passive du truc où tu mets, et c'est une ambiance de fond qui est sympa, tu vois. Voilà, et après comme tu le disais, effectivement j'ai repris un peu j'essaie en tout cas d'être un petit peu sur le Discord, je mets des petits messages de temps en temps, je fais des lives quand j'enregistre. Alors le double intérêt effectivement c'est de garder le lien, mais c'est aussi parce que ça motive d'enregistrer en direct, c'est de pas être tout seul comme un con. Je suis très souvent tout seul comme un con, et c'est aussi pour dans le cas des Google Forms, c'est vraiment pour apprécier l'air du temps, le mood de la commu sur certains sujets, sur certains projets. Après, c'est une prise d'information, mais ça reste moi qui prends la décision derrière, tu vois. Et des fois, on fait des trucs qui sont à l'opposé ou contre-intuitifs par rapport au sondage, mais qui vont quand même marcher. Parce qu'on sait que c'est la fanbase, c'est des fans, et n'importe qui
quand tu lui poses certaines questions, tu sais qu'il va répondre comme ça. Mais si en face, il n'a pas le choix, il va quand même faire ce que tu lui as proposé. Tu vois, c'est un peu ça. Notamment, si j'avais écouté les sondages, les figurines de mine, elles coûtaient 5 €. Non, mais voilà, c'est un peu l'exemple de base. Il aurait fallu en faire Il aurait fallu en faire des milliers et des milliers. Ok. Donc, tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, comme beaucoup d'éléments. Donc, la communication et précisément, quelle stratégie de communication tu vas aborder dans les prochains mois? Alors, en gros, d'une manière générale ou sur des sujets précis? De manière générale, vis-à-vis Ok. de l'entreprise, de Ok. l'investissement. Ok, alors donc d'une manière générale, je vais faire le distinguo avec la publicité. La publicité, j'ai réalisé des petites vidéos que vous pouvez peut-être passer des fois sur Insta ou quoi. C'est pour faire connaître Tellington auprès de personnes qui ne connaissent pas. C'est du pitch que vous avez entendu 1 million de fois. C'est des petites voix de personnages à droite à gauche qui donnent envie aux gens de découvrir. Donc ça, c'est un truc que je mets à part. C'est du marketing. Après, pour ce qui concerne la communication, en fait, j'ai besoin d'avoir un momentum en mode « Ah, là, j'ai un truc à dire. Et là, j'ai un truc à demander. » Sinon, de base, je fais le strict minimum. C'est-à-dire prévenir sur Twitter, envoyer une notif maintenant qu'elle fonctionne quand il y a un épisode qui sort. Sur Twitter et sur Insta aussi d'ailleurs. Et à part ça, je fais pas énormément de trucs parce qu'en vrai, la com, c'est chronophage quand même. Surtout quand tu commences à partir sur de la vidéo ou autre. Mais s'il y a matière à, je sais que je peux, et ça c'est mon côté youtubeur, très rapidement inonder à minima la fanbase d'une information précise. Et j'en parlais un peu en live, vous savez, là c'est la communication un peu stratifiée. En premier lieu, le noyau dur, les fans du Discord qui ont les infos de première main, de première qualité. Après, on va tranquillement parler un peu en live, machin truc. Après vient le moment où je vais en parler un peu sur Twitter, potentiellement en onglet communauté sur YouTube. Après, je commence à faire de la vidéo YouTube et après, je sors l'artillerie lourde et c'est la newsletter. Mais ça, j'évite de trop le faire parce que je veux pas spammer les gens. Et quand tu as 17 000 emails qui partent, tu peux passer pour un spammer assez vite. Donc, tu évites de trop le faire. Mais ça, c'est notre arme nucléaire quand on a vraiment besoin de solliciter les gens. Et quand je dis 17 000, c'est le vrai chiffre, quoi. Parce que historiquement, on a eu 17 000 personnes. Et vous avez un bon taux d'ailleurs sur les mails envoyés? On a un assez bon taux d'ouverture, ouais. Ok, c'est bien. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont choisi d'être là. Et en fait, le truc qu'on fait et que font pas à tort beaucoup d'entreprises, c'est que nous, quand tu te désabonnes à la newsletter, tu es vraiment désabonné. Du coup, en fait, les gens qui veulent pas, ils se barrent. Donc, en fait, il reste à peu près que des gens qui sont intéressés ou des gens qui sont passés à autre chose. Hein. J'ai pas 17 000 ouvertures. Mais sur certaines newsletters, on a eu jusqu'à 30% d'ouverture, quoi. Okay. Donc, quasi un mec sur 3 qui ouvre ton mail, c'est pas dégueu. Hein. Okay. C'est vraiment pas dégueu. Oui, parce qu'en plus, ce qui était malin avec vous, c'est que la plupart des entreprises, tu t'abonnes à la newsletter, tu ne sais pas d'où. En fait, c'est la petite case que tu as cochée quand tu t'es créé un compte. Après, il faut aller enlever toutes les préférences. Vous, c'était l'onglet. Si vous voulez vous abonner, vous avez une page sur le site Battle Media où, à l'origine, c'était comme ça. Oui, c'était une technique pour choper des mails, ça. Mais donc, c'est plus auto-malin. Parce que le but, c'est de pas être intrusif. Et comme beaucoup de boîtes, on n'a pas une newsletter qui part toutes les 48 heures. Genre, je suis abonné à Cdiscount et ils m'ont fait un newsletter. Et tous les jours, j'ai une pub, quoi. Moi, si je t'en envoie une dans le mois, c'est incroyable. Hein. Et je pense que ça joue aussi là-dessus. Que les gens se sentent pas hyper sollicités, hyper spammés. Même si on avait pour projet de faire ce qu'on appelle du marketing automation. On a commencé à le développer un petit peu, mais c'est pas hyper poussé. C'est des mails automatiques, un peu comme fait Netflix. Vous avez écouté ça, vous aimerez sans doute écouter ça. Ou alors, reprenez votre écoute de bidule. Ou en ce moment, sur Tellington, les trucs tendances, c'est ça. Tu vois, c'est du marketing automatisé. Et en fait, le problème avec ça, c'est que c'est un peu chiant à développer quand même. Et ça reste un peu intrusif. Et alors, je sais que moi, ça me parle pas. Mais après, je suis un mauvais exemple. Parce que moi-même, je ne suis pas un client de Tellington. Et ça, c'est un des problèmes que tu as quand tu es une entreprise, c'est que tu n'es pas forcément le client de ton produit derrière. J'adore fabriquer les histoires, mais je ne vais pas me dire, tiens, je vais m'écouter. En plus, ma propre voix, l'ego du mec, quoi. Mais moi, je ne suis pas un consommateur de livres audio, ni de séries audio. Donc, je fabrique, mais comme disait Victor Hugo, une vache ne boit pas de lait. La question d'après, du coup, c'était, alors tu l'as un peu répondu avec qu'on appelle ça les studios, mais de manière plus générale, alors je pense que j'ai trouvé le bon mot, la scène annécienne, c'est ça pour parler d'Annecy. Ouais. Donc c'est quoi la place du studio sur la scène annécienne? Parce que une boîte qui a une telle ambition, entre guillemets, d'un point de vue artistique, je sais pas si ça existe beaucoup dans le coin. Et... En vrai, oui. Ah ouais? Oui. Et du coup, voilà, c'est quoi la place? J'avais aussi, donc, vous avez été dans les journaux, ça j'avais vu. Ouais. Et dans les journaux locaux, et puis il y avait le réseau Entreprendre. Voilà. Ouais. Alors,
En gros, il faut savoir que Annecy, c'est la ville du Festival international du cinéma d'animation, du film d'animation, avec le MIFA, le festival. Et tous les ans, en été, tu as des centaines de gens qui sont dans le milieu du dessin animé qui débarquent à Annecy. Tu as les mecs qui font Naruto, tu as Disney, c'est un truc de psychopathe. Tu as Guillermo del Toro. C'est vraiment le Hollywood du dessin animé. Annecy, pas le Hollywood, le Festival de Cannes, pardon, du dessin animé, qui arrive en cette période-là. Et du coup, en fait, dans le coin, il y a beaucoup de boîtes qui font du dessin animé aussi. Alors, il n'y a pas des dizaines non plus, mais il y en a quand même 4 ou 5 qui embauchent le gros des intermittents dans ces domaines-là. Et après, effectivement, en termes d'ambition, de vécu, de parcours, etc., nous, on est un ovni. Mais je ne suis pas particulièrement, en tout cas pour l'instant, peut-être qu'un jour je le serai, je ne cherche pas à me mettre en avant sur la scène locale d'Annecy, etc. Déjà parce que l'entreprise, elle n'est pas locale, en fait. Les clients, ils ne sont pas ici, ce qui peut te pousser à te mettre en avant localement. Et en plus de ça, moi, je fais ce qu'on appelle du B2C, ça veut dire business to customer. C'est-à-dire que je vends à des clients en opposition à ce qu'on appelle le B2B, du business à business. Je ne vends pas à des entreprises. Et souvent, les entreprises qui ont besoin de montrer qu'elles sont là et de se mettre en avant sur la scène, c'est parce qu'elles se vendent à d'autres entreprises. Beaucoup de boîtes en France, leur chiffre d'affaires vient du fait qu'elles vendent à d'autres entreprises et pas à des clients finaux, des gens lambda, etc. Nous, on vend à tout et n'importe qui peut mettre une CB sur le site. Donc déjà, ça fait que ça ne t'incite pas nécessairement à être investi sur la scène locale. Après, le jour où la boîte grossit, et un jour, Inch'Allah, ça arrivera, si politiquement c'est intéressant, oui, je le ferai et je me mettrai un peu plus en avant, comme un peu le petit studio créatif, indépendant, local, activé, quoi. Moi, mon rêve, c'est un rêve de gosse, ce serait d'avoir une boîte un peu à la Rancama, tu vois. Mais je suis très loin. Je suis très, très loin. Et je me permets un complément. Ouais. Là, on parle côté échelon Annecy, côté mondial. Est-ce que vous avez des utilisateurs alors, je vais dire hors francophonie, parce que je nous en Suisse, en Belgique, au Québec, et peut-être dans certains pays d'Afrique. Mais est-ce que hors ça, vous avez des clients un peu dans des endroits un peu random? Non, parce que les offres sont en français. Donc, mais par contre, vous avez dû la voir passer sur Discord. Il y a une personne, je crois, qui est britannique ou américaine, qui écoute pour apprendre le français. Ça, c'est rigolo. Mais c'est des épiphénomènes. C'est hyper rare. Mais par contre, on a étonnamment pas mal d'auditeurs en Suisse, qui après les Français sont les plus gros acheteurs, et les Belges aussi. Okay. Et après, t'as 1 ou 2 Canadiens. Du coup, ça m'a fait marrer. J'ai des Lumines à Montréal. Et on a des gens aussi en Afrique, en Afrique subsaharienne plutôt. Mais c'est minoritaire de ouf, quoi. Ok. C'est minoritaire de ouf. Après, pour approfondir la question de l'international, c'est un sujet qui s'est posé. Mais on n'essaierait pas de faire Andrew Bennett en anglais ou en espagnol. Mais le problème, c'est que, pareil, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et en fait, faudrait trouver un super flemme anglais et un super flemme espagnol. Parce qu'en fait, j'en parle des fois en live, si tu commences à faire des castings et tout, le coût à l'épisode, il explose. Il explose. Et en fait, c'est déjà nous, on a compressé à mort les coûts par épisode. On est ultra compétitif. Et si on devait foutre des comédiens partout, ça coûterait plus cher de faire des épisodes que juste ne rien poster sur Tellington, quoi. Ouais. Et c'est un des problèmes avec l'internationalisation quand tu as de la voix. C'est plus simple d'internationaliser un jeu vidéo, par exemple. Battle for Egadia, quand on aura pu le reprendre, j'espère qu'on va y arriver, on pourra le sortir en anglais, en espagnol assez rapidement, parce qu'en fait, traduire du texte, ça se fait. Et puis des voix, si c'est 1 ou 2 répliques de personnages, oui. Mais des livres audio entiers, on parle en dizaines d'heures de contenu à l'heure actuelle, voire peut-être même bientôt en centaines d'heures sur Tennington. C'est trop de taf, quoi. Alors, cette fois-ci, une question donc, du Discord de Le Chapelet littéraire. Ouais. Alors, si tu avais eu l'expérience que tu as acquis avec Tellington et le BFE, au moment de te lancer dans ces projets, est-ce que tu l'aurais fait tout de même? Non. Alors, pas comme ça. Alors, plutôt, si, je l'aurais fait, mais j'aurais su à quoi m'attendre. Mais ça, c'est la magie de l'entrepreneuriat. En fait, ça marche très peu de faire de la théorie dans l'entrepreneuriat, même dans la vraie vie. Au bout d'un moment, il faut que tu te confrontes aux choses. Et je ne sais plus qui c'est qui disait j'ai pas appris, j'ai vécu. En fait, j'ai besoin de vivre pour comprendre vraiment les mécaniques sous-jacentes, etc. Le rapport au temps, surtout, qui est très compliqué avec moi. L'impression que les choses peuvent prendre 10 secondes alors que non. Et c'est un de mes grands défauts, mais qui s'est calmé avec le temps. Mais non, il y a un paquet de choses que j'aurais fait différemment, très très clairement. Et typiquement, on n'aurait peut-être pas été aussi fort dans les investissements. Parce qu'on a vu qu'au final, les investissements n'ont pas mis de résultats face à eux, qu'on espérait.
et on aurait à l'heure actuelle plus de sous dans les caisses qu'on aurait peut-être dépensé autrement. Ok, alors du coup, bon, tu clin d'œil à l'IA, parce qu'en effet, donc on a la présence de l'intelligence artificielle, notamment à travers certaines illustrations de Tellington, sachant qu'il y a plein d'utilisations différentes de l'IA. Donc toi, comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? Toutes mes œuvres sont écrites par une IA depuis le début. Non, alors moi, j'ai pas eu un avis arrêté et tranché sur l'intelligence artificielle. Déjà, deux choses. Le truc, c'est, je le vois comme inévitable. Donc, ça va arriver quoi qu'il arrive. Donc, en fait, c'est soit tu t'adaptes au truc, soit, en fait, et c'est triste, hein, soit tu gueules dans ton coin, ouin, je veux pas, non, mais en fait, si. Donc, premier point, inévitable. Donc, va falloir composer avec. Ça, c'est la première affirmation. Et deuxième point, tant que c'est un outil qui est utile, pourquoi ne pas l'utiliser? En tant que créateur, je vois ça comme un outil, comme un assistant qui me permet de faire des choses que je n'ai pas la capacité de faire. Ou, et c'est un peu la philosophie qu'on essaie d'avoir avec Tellington, en faisant appel à l'IA, en l'occurrence, c'est sur les illustrations, vous avez remarqué que j'évite tant que possible d'utiliser l'IA sur des séries principales. Parce que moi, mon but, et c'est un raisonnement purement économique, hein, mon but, c'est si possible, je veux que ça soit un illustrateur, parce que l'illustrateur, il pourra toujours faire un truc plus stylé, et surtout, il a le sens du... Le perso, il est comme ça, il ressemble à ci, à ça, et c'est vachement plus chiant de prompter, essayer de faire un Andrew Bennett sans image de référence ou quoi, vous allez galérer. Et justement, toutes les fois où en fait ça me coûte quelques centimes de génération, bah, c'est une économie de réaliser pour pouvoir payer par exemple un illustrateur 300 ou 400 euros sur une illu après, tu vois. Et si en fait je devais payer à 100% des illus, bah, je pourrais pas le faire. Et en fait, s'il n'y avait pas l'IA, c'est ça aussi que je tiens à pointer du doigt. S'il n'y avait pas l'IA, j'aurais pas pris un illustrateur. J'aurais mis une image photostock ou j'aurais gribouillé un truc moi. Parce que j'ai pas les moyens d'en mettre un en fait. Donc là où je suis pas d'accord, c'est quand ça remplace de manière effective et certaine. T'avais Maurice qui dessinait, t'as viré Maurice, t'as mis Midjourney, là je suis pas d'accord. Par contre, si il y a son père et à la place de mettre quelqu'un, tu mets une IA, mais t'avais pas la possibilité de mettre quelqu'un, et là c'est notre cas, bah moi je n'y vois pas d'inconvénient tant que c'est clair et transparent. Quand il y a une IA, normalement c'est dit partout. Il y a peut-être une ou deux séries où j'ai oublié de mettre le label, mais je mets illustrateur, c'est fait par une IA, je banane pas les gens. Et vous avez remarqué aussi, sur la boutique, tu ne peux pas acheter un truc où c'est une IA qui a fait l'image. Parce que je veux pas, c'est un peu la limite. Ce truc, ça m'a coûté 10 centimes. Je ne veux pas que ça génère forcément à outrance du cash derrière. Et pour compléter, sur les IA génératives, et aussi les IA... Enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse de ouf, hein, parce que, un peu comme le petit gamin que j'étais de base, c'est la technique. Et ce que tu peux faire avec... C'est quoi? Moi, je vois tout de suite, qu'est-ce que je vais pouvoir créer plus facilement? Donc sur la génération de texte, à la base, je voulais lui faire bouffer tous mes romans et pour qu'il me génère non pas des épisodes, j'ai essayé de le faire hein, comme n'importe qui par curiosité, ça n'a pas marché, c'était dégueulasse. Ça respecte pas les persos, ça invente des persos, ça invente des événements qui n'ont pas eu lieu, ça hallucine beaucoup. Mais c'était déjà pour un genre de Wikipédia qui peut me redire mes propres infos parce que j'oublie beaucoup de choses. Pour l'instant, j'ai pas eu de résultats concluants. Et il y avait aussi juste donne-moi une idée d'histoire ou une idée de chapitre, mais c'est moi qui l'écris en fait. C'est juste aide-moi à réfléchir, comme si tu étais avec un co-auteur dans une salle, là où ça m'intéresse. Et après, il y avait l'aspect voix, où je suis curieux d'utiliser des IA qui permettent de générer des voix. Alors pas pour voler des voix d'artistes qui existent déjà, pour moi c'est hors de question, vous ne me verrez jamais piquer la voix d'un comédien de doublage dans ta gauche, c'est un métier que j'adore, etc. Et ça, faut le respecter à tout prix. Mais pour générer des nouvelles voix que j'aurais pas pu faire moi, ça serait cool, quoi. Parce que on l'entend dans certains épisodes, je suis très limité au bout d'un moment en termes de répertoire, surtout sur les voix féminines, ce qui fait que c'est toujours des mémés ou toujours des Cassandra Darmin. Ou des Emma. Ou des Emma. Mais après, on a essayé, là sur la question des plaines, on a pitché un petit peu. Et les sœurs. Ouais, je sais pas si c'était pas mal. Ok, pour moi c'est encore un peu cliché, mais j'ai commencé, j'ai fait un petit peu des castings, mais pour l'instant j'ai pas eu de truc concluant. Soit parce que juste ça collait pas, soit la personne n'était pas à l'aise face à un micro, tu vois. Et parce que ça reste du boulot, quoi. Mais je ferme pas la porte à avoir des castings voix où se trouver une super flémette, tu vois, une nana qui fait plein de voix, ça serait chouette.
Voilà, sur l'IA, il y a d'autres sujets sur l'IA que vous voyez. Oui, c'est Si, bon, après, il y a tout ce qui est administratif et tout. Parfois, l'IA, ça peut être plus de la optimisation. Ouais, alors je m'en sers un petit peu, mais ça, c'est parce que j'ai déjà lu un paquet de contrats pour m'aider à générer des contrats, mais je les relis bien, et je sais ce qui marche ou pas. Et c'est pas, ouais, fais-moi un contrat pour un freelance. C'est, déjà, je lui donne un bon prompt. Mon entreprise, c'est ça, 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 ça. Je veux un contrat qui dit ça, 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 puis je le relis. Et des fois, j'utilise aussi en mode, moi, j'ai écrit ça comme contrat, parce qu'au bout d'un moment, tu as des modèles de contrat que tu réutilises. Est-ce qu'il pourrait être amélioré ce contrat? Et après, il va dire, oui, selon la législation française, tu pourrais faire ça, ça, ça et ça pour mieux te protéger. Ah, bah, bien. Et surtout aussi, des fois, quand j'ai besoin d'une réponse précise à une question précise, je vais plutôt demander à ChatGPT qu'à Google. Ouais. Ça, c'est un truc que je fais énormément, ouais. Et aussi, ça m'aide en développement, des fois. Quand j'ai besoin de coder un truc, je vais jamais générer des morceaux entiers de programme, parce que ça, tous les développeurs vous diront, c'est une très mauvaise idée et ça marche pas la plupart du temps, parce que l'algo a pas forcément la conscience d'un programme complet, mais une fonction précise dont tu sais ce qu'elle doit faire, tu peux lui demander de la faire lui plutôt que toi, parce que en fait, toi, tu sais que tu aurais su la faire, mais tu aurais mis 30 minutes et là, il te l'a fait en 2 secondes, quoi. Okay. Ça, je le fais pas mal, ouais. Okay. Sur l'IA, il y avait un dernier sujet, mais justement, c'était ce qu'on disait avant. Tu parlais de l'exportation à l'international. Ouais. On en parlait. Aujourd'hui, avec les IA, c'est possible de transformer ses propres voix dans d'autres langues en gardant la même intonation, quasi le même jeu. Ouais, j'ai essayé, c'est avec Eleven Labs notamment, qui est apparemment un des plus avancés. Le rendu ne me va pas du tout, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Okay. Enfin, j'ai une oreille exigeante. Oui. Je pense honnêtement, tu vois, c'est ce genre de truc qui passerait pour des livres pour enfants où tu t'en fous un peu. Mais un vrai auditeur Tellington, tu lui mets ça dans les oreilles, il va être en mode... Est-ce que si cette technologie vient s'améliorer, c'est un truc auquel tu pourrais te tourner pour l'exportation? Clairement. Si un jour le truc est stylé et que le jeu est respecté et qu'il n'y a pas anguille sous roche dans le résultat, oui, okay. Pas de souci. Ça peut être une solution. Ouais, clairement, ça pourrait. Et du coup, dernière question pour finir cette partie, et la plus importante, question de Curtis sur Twitter. C'est pour quand la statue de Lumine d'1,50 m dans les locaux? Ça, c'est une vraie question. Et ça, alors, tu vois, c'est un de mes rêves, mais c'est pas forcément dans les locaux, ce serait d'avoir... c'est un life achievement. Peut-être ça arrivera, peut-être ça arrivera jamais, mais ça serait une statue de Lumine, mais plutôt en bronze et posée au bord du lac d'Annecy. Oh. Tu vois, et qui regarde droit vers le lac ou un truc comme ça, en mode c'est Isenak et les yeux qui pétillent, en mode c'est chez moi, tu vois. Ça, c'est un truc que j'adorerais, mais pour que ça arrive, faut que mon entreprise explose et que je devienne hyper connu localement. Et petite statue de bronze, ouais, une belle Lumine qui regarde le lac comme ça. En plus, c'est pas dégueu, puis même quelqu'un qui connaît pas, il voit ça. Ouais, puis il va voir la plaque et il va dire Super Flame, Tellington. Ok. Ah, c'est stylé, ouais. Bon, fait. Ok. Et ben voilà, c'était la partie donc sur le studio. Maintenant, on va rentrer plus dans les projets du studio. J'ai failli croire que c'était fini. Ah non, pas du tout. C'est heureusement que j'ai bloqué toute mon après-midi pour vous. Hein.